Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro sur Bichon TV. Aujourd'hui, on va recevoir nos amis de chez Ariston. Qui va s'y coller? Là, je les vois, là, ils me regardent du coin de l'œil. Allez, on va commencer par le plus jeune, hein? Ça te va, Christophe? Ouais, de toute façon, on va pas avoir le choix. Bon, on est là pour parler de pompe à chaleur aujourd'hui, mais déjà, j'aimerais que tu te présentes, Virgile. Dis-nous tout. Bonjour Romain, donc Virgile Schumacher, je suis chef de produit chez Ariston. Schumacher, ouais. Chef de produit chez Ariston France. Ouais. Chef de produit sur les pompes à chaleur. Ça va faire 6 ans que je suis chez Ariston. J'ai un peu d'expérience aussi préalablement chez des industriels, toujours de la pompe à chaleur, du génie climatique. Et donc je m'occupe des pompes à chaleur, principalement des chauffe-eau thermodynamiques, tout ce qui touche un peu, tout ce qui fonctionne avec un fluide frigorigène. Ok, toute la partie frigo, c'est ton dada. C'est ça. Tu me disais tout à l'heure, tu avais fait un peu de R&D et tout avant, c'est ça? C'est ça, alors moi je viens plutôt du côté obscur, si on veut dire, laboratoire d'essai, ingénierie, recherche et développement, nouveaux produits, quoi. D'accord, et après tu as basculé sur la partie marketing, etc. Et après, petit à petit, j'ai rejoint Ariston d'abord sur la partie technique, qualité, et puis après 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai basculé sur le marketing, sur une fonction de chef de produit. Bon, mais ça fait, c'est... du coup, là, bientôt 4 ans. Ouais, c'est intéressant comme parcours, c'est pas mal. Bon, alors allez, à toi Christophe. Ah, au petit vieux, donc... Oh, le petit vieux, regarde-le. Bonjour Romain, bonjour les bichons. Moi, je suis Christophe Cusy, je suis chez Ariston maintenant, ça va bientôt faire 10 ans. Ouais. Je suis expert technique, je suis le binôme à Virgile, et je m'occupe plutôt du lien entre les remontées terrain et les usines. Donc toi, t'es quelqu'un du terrain. Je suis quelqu'un issu du terrain. Je dis pas que t'es pas du terrain, mais ce que je veux dire, c'est que toi, c'est vraiment... tous les problèmes techniques qu'on a, tu fais le lien et tu dis à Virgile, on a un problème sur ça c'est peut-être pas top, etc. quoi. Alors on fait le lien directement, ouais, effectivement, avec l'usine. Nous, on est plutôt côté qualité. Donc en fait, on a des experts techniques qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire national, qui collectent les infos, qui animent tout le réseau de stations techniques de notre réseau sur les différentes marques. Et en fait, ils me font les remontées directement qualité. Et on les remonte à l'usine de manière à faire les modifications. Virgile, comme l'a dit, il s'occupe plutôt des produits neufs et des évolutions produits, tant côté réglementaire que côté évolution produit par rapport aux remontées qualité qu'on a eues sur les produits précédents. Donc toi, tu crées les produits, tu les sors, et toi, tu gères éventuellement les problèmes et tu fais remonter pour faire évoluer le produit. Exactement. C'est ça, si j'ai bien compris le binôme. Exactement. Une fois que Virgile a touché le produit, nous, on l'aide à bien grandir. Donc lui, c'est celui qui te tape sur les doigts s'il y a une boulette, on est d'accord, hein? Ouais, ça se passe, on va dire, en symbiose, et on essaye d'éradiquer maximum de choses avant le lancement. D'enlever les problèmes avant, bien sûr. Ensuite, on a une logique d'amélioration continue, et au bout d'un moment, quand il y a quelque chose de vraiment fondamental à changer sur le produit, ça peut aussi être une nouveauté qu'on va intégrer dans un futur lancement, bien sûr, future évolution produit. Les évolutions, quoi. Entre vous deux, là, parce que toi, ça fait 6 ans, si j'ai bien compris que tu es chez Ariston. Ouais, ça va faire 6 ans, 5 ans et demi. 10 ans pour toi. Qui est-ce qui s'y colle? Parce que Ariston, c'est bien, hein, mais on connaît, comme on disait tout à l'heure, pour plein d'autres choses. Mais c'est quoi Ariston? Qui s'y colle, là? Lequel prend le relais, là? On va laisser la place aux petits jeunes. La pression, là, Virgile, à toi. Je commence et puis tu complèteras. Tu prendras le relais. En bon binôme, en symbiose. C'est ça. Donc, Ariston Group, c'est une entreprise familiale. On a fêté les 90 ans donc, en 2020, donc fondée vers les 1930. Français, ça vient d'où? Entreprise familiale basée en Italie, dans le centre de l'Italie, historiquement, qui petit à petit a évolué. C'est déplacé, a évolué, s'est implanté localement dans plein d'autres pays. Le groupe est présent un peu partout dans le monde, je dirais sur les... 150 pays, je crois. Ouais, je dirais presque sur les 5 continents. Je me rappelle à l'époque de la chaudière que vous aviez dit que c'était 150 pays. 7500 employés. Oui, c'est pas le petit groupe de campagne, quoi. On essaye de titiller les 2 milliards de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ça commence à parler, quand même, un petit peu. Et puis on investit massivement dans le développement de nouveaux produits avec de la recherche et développement.
Et donc on est basé, on a des usines du coup présentes localement sur les différents marchés, un peu dans tous les pays. On est présent donc avec différentes marques en France, donc Ariston, Chafoto, Styx, Elco aussi sur la partie collectif. Ouais, qu'on connaît bien en chauffage aussi, quoi. Ouais, et bien sûr les segments d'activité principaux du groupe, c'est 90% il me semble la partie chauffage, eau chaude sanitaire. Après il y a le 10% restant, ça va être des composants ou des systèmes de brûleurs, plutôt voilà, des composants de plus ou moins grosse puissance, parce que les composants, il y a les petits thermostats pour les chauffe-eau jusqu'aux brûleurs de plusieurs jusqu'au mégawatts. Ça c'est tout en interne, c'est tout des produits de chez vous. C'est ça, sur différentes. Ça dépend des segments de marché et des pays. Donc si on revient plutôt sur le segment principal, les solutions de chauffage et d'eau chaude, on est les plus représentatifs. On a une gamme complète sur l'eau chaude sanitaire, sur la chaudière chauffage. Je te coupe, mais l'eau chaude sanitaire, il me semble que vous êtes les précurseurs sur les chauffe-eau plats. Parce que on a tous l'habitude une autre marque rouge qu'on trouve. Ouais, tu vois pas toi non plus, moi non plus. Mais le vôtre, ça fait quand même, je sais pas combien d'années que je le vois. Et pour moi, c'était, alors je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, c'était le premier qu'on a vu avec le système de 2 cuves, de résistance, etc. Ça n'existait pas, quoi. Effectivement, sur Vélis, on est à l'initiative. On est à l'initiative sur ce produit, effectivement. Ouais, les autres vous ont suivi, tant mieux. Ça veut dire rattrapé, mais en fait, c'est dans la fibre de l'entreprise. On a toujours été moteur, on a toujours été acteur sur le marché du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire qu'on a pas mal de brevets et on a créé pas mal de choses, tant côté chaudière à condensation, chaudière mur à gaz, puisque c'était à l'initiative. On était les premiers à créer la chaudière mur à gaz dans les années 60. D'accord, ça je on savais est arrivé pas. avec le premier chauffe-bain dans les années 1920. En marque Ariston, c'était Alors à l'époque ? pas en marque Ariston à l'époque, sur le marché national, mais en fait on a toujours été des acteurs, jamais des spectateurs. On n'a jamais regardé le train passer. On a toujours été dans l'innovation. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on arrive encore avec des produits nouveaux et c'est ce qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. Ouais, voilà, parce que on parle, on connaît, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, hein, on connaît Ariston pour d'autres produits, etc. Mais le chauffage, même si vous avez la chaudière en termes d'Ariston, en marque Ariston propre, qui est là depuis 1 an, vous y êtes déjà depuis un sacré moment. On parlait tout à l'heure de l'ancienneté des pompes à chaleur chez vous. C'est déjà la 4e version, tu me disais, et ça fait déjà 7 ou 8 ans que vous avez sorti le premier modèle. C'est effectivement, on est à la 4e version. Chez nous, elle a un nom de guerre, on l'appelle la Pac-Man 4. C'est effectivement nos petits noms de guerre à nous. La première génération de pompes à chaleur a été commercialisée en 2007. Ouais, donc voilà, à l'époque, il n'y avait pas de PAC. À l'époque, on arrivait sur le marché de la PAC. Tout le monde arrivait sur le marché de la PAC. C'est ça, ça veut dire que vous étiez vraiment, encore une fois, en précurseur. Alors ça peut-être pas autant décollé que ce que vous vouliez à l'époque, parce que peut-être que c'était pas très mûr comme marché ou des trucs comme ça, hein. Il y avait ça aussi, hein. On était plus sur un marché de niche à cette époque-là. On avait, notre fibre du chauffage a fait que on est arrivé avec une pompe qui était dédiée à faire du chauffage. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec une pompe qui était issue d'une autre technologie, par exemple. J'ai senti le pic là. Non, il n'y a aucun pic. Non, c'est un simple constat. C'est-à-dire qu'on est parti de nos bases, on est parti de choses qu'on connaissait, qu'on maîtrisait parfaitement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on a créé un produit, on l'a développé pour le monde du chauffage. On n'a pas dérivé un produit. Ça, c'est super important parce que ça permet d'avoir un produit qui soit complètement dans son segment et qui travaille dans son segment. Et puis, c'est pas les mêmes... alors là, je vais parler en tant que chauffagiste, mais on fait la comparaison, par exemple, à des boîtes de clim qui se sont mis dans le chauffage parce que sur les pompes à chaleur, c'était de la procédure frigo. Donc, du coup, ils se sont dit, tiens, il y a un marché à prendre et tout. Mais en termes de régulation, on a des régulations de clim. Alors, ça a été amélioré un peu pour eux. Mais vous avez, comme d'autres marques, fait le constat inverse. C'est-à-dire que vous êtes parti du chauffage, d'un système de régulation avec une loi d'eau, etc., avec une vraie régule, et vous avez construit une PAC autour de ça. C'est vraiment différent comme approche. Moi, je trouve que c'est important de le mettre en avant. Parce que... On met en avant la régulation, effectivement, tu fais bien de le souligner, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi tout l'aspect hydraulique qui va derrière, où effectivement, ça a une réelle importance d'être issu du monde du chauffage, parce que, comme tu le soulignes, quand on vient du monde de la clim, et il n'y a rien de péjoratif dans le discours, et on n'envoie de pique à personne, mais quand on vient du monde de la clim, en fait, il y a tout ce réseau hydraulique qu'il va falloir maîtriser derrière. Nous, cette maîtrise-là, exactement.
de pouvoir effectivement gérer multi-zones, de pouvoir gérer différentes températures, de savoir comment on va le faire et surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir gérer moult circuits. Donc ça, nous aujourd'hui, c'est des choses qui sont intégrées déjà dans le monde de la chaudière, donc c'est des choses qu'on a fait dériver vers le monde de la pompe à chaleur avec des produits qui sont aujourd'hui totalement aboutis. Bon, ça je vais l'expliquer un peu pour les bichons. Quand tu dis différents circuits, en gros c'est qu'une chaudière ou une pompe à chaleur, ça va fonctionner en fonction des émetteurs que vous avez chez vous. Si je dis des bêtises, vous me corrigez les gars, hein. Je vous vois là, je suis en stress là. Mais on peut avoir du plancher chauffant, on peut avoir du radiateur, on peut avoir des ventilos convecteurs. En gros, la différence c'est qu'on n'aura pas les mêmes températures et il faut que la chaudière elle soit capable de le gérer, de pas envoyer de l'eau à 70 degrés dans du plancher, etc. Vous, les chaudières, elles étaient déjà capables de le gérer jusqu'à 2 départs, si je dis pas de bêtises, non ? Oui, de base, on ne gère qu'un seul circuit, comme tout générateur, normal. Logique. Maintenant, depuis qu'on avait créé les modules multizones, donc ça remonte à notre première gamme, c'était 2006, où effectivement on a eu des modules multizones. Là, on pouvait conjuguer jusqu'à 2 modules. Ça fait qu'on pouvait gérer jusque 6 circuits. C'est déjà énorme. C'est effectivement, ça permet d'avoir des configurations qui soient très complexes, et puis ça permet surtout d'avoir une réelle évolution, parce qu'aujourd'hui on sait pertinemment que l'habitat est amené à évoluer. On construit sa maison, on fait une extension, on fait une piscine, on fait. Donc là, le gros avantage effectivement avec la possibilité de conjuguer les modules hydrauliques, fait qu'on va pouvoir faire évoluer son installation sans avoir besoin de remplacer la totalité du générateur pour aller justement chauffer les diverses zones de l'habitat. Et ça, PAC ou chaudière, c'est géré sur toute la gamme de cette façon-là. La logique de développement, elle était vraiment de se dire, on veut que ça puisse couvrir la plus grosse partie du marché, ou c'était on va aller sur une niche, par exemple, sur les monoblocs, ou c'était quoi la logique de développement ? Alors, par rapport à la gestion des zones, etc. Donc en fait, il faut se dire que tout ce qui est régulation, c'est commun à toutes nos plateformes produits. C'est la même plateforme. L'interface, les régules de différentes zones, et ça intercommunique entre eux avec le générateur, les modules de gestion et les sondes d'ambiance, qui est en fait la carte mère ou plutôt l'interface principale. Tout ça communique et il y a différents modes de régulation, de paramétrage qui peuvent être mis en place pour pouvoir faire cohabiter le tout. Du coup, que ce soit sur une chaudière, une pompe à chaleur hybride, une pompe à chaleur RO, on retrouve cette même logique et ce même système. Ensuite, sur la pompe à chaleur, on a un besoin, donc Christophe l'a évoqué, on a la solution comme sur une chaudière de base, une zone, et puis ensuite ces modules qui peuvent être modules hydrauliques qui peuvent être ajoutés sur l'installation. Mais on a aussi cherché à intégrer directement une solution bizone, donc dans le module, les mêmes composants dans l'unité intérieure de la pompe à chaleur. Pour faire quelque chose de compact, tout intégré, 2 zones, disons, de série, fabriquées, prémontées d'usine, testées d'usine, et permettant de faire une maison type avec un plancher chauffant rez-de-chaussée, et des radiateurs, par exemple, dans les autres pièces ou à l'étage. Ça veut dire que par rapport à... je parle pour les chauffagistes qui ont l'habitude de faire des packs, tu n'as plus besoin en fait de rajouter un ballon externe, une bouteille de découplage en externe, tu peux le gérer en interne, ça. Alors ça, merci d'évoquer ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel on est, Virgile et... Parce que ça change beaucoup de choses. Oui, on est très très sensible sur ce sujet-là. En fait, on est des anti-volumes supplémentaires. Il y a une raison très simple à ça. Déjà parce que le produit a été développé dans ce sens. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est dommage de dépenser de l'énergie pour chauffer un volume supplémentaire sur une installation quand on parle d'optimisation et quand on parle de performance. C'est un peu contradictoire et ça ne va pas forcément dans le bon sens. Je m'explique. Je vais développer un tout petit peu. On va se mettre des bichons à dos. Alors, il va vraiment falloir que t'expliques. Non, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de chauffagistes qui nous écoutent. Il va falloir que t'expliques ça. Alors, effectivement, il y a 2 choses qui sont un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a notre message. Alors, on est plusieurs à le passer tout de même, plusieurs fabricants, mais c'est notre position. Et puis, il y a les habitudes du terrain où, effectivement, le volume tampon, c'est la sécurité parce que ça va permettre d'assurer le débit tout le temps. Ça va éviter d'avoir les anticycles courts. Ça va éviter un certain nombre de choses qu'on a connues avec les premières générations de pompes à chaleur. Mais depuis, le produit a énormément évolué. Donc aujourd'hui,
on est parti d'un constat simple. On s'est dit, si on veut éviter le volume tampon, eh bien, il faut pouvoir baisser au maximum la puissance de la machine. Donc aujourd'hui, on a une des machines qui va moduler le plus bas. Donc on arrive à moduler à 18 Hz la fréquence du compresseur, quand on sait que sur une 50, on fonctionne à 100 Hz en fréquence maxi. Ok, alors attends, ça on va expliquer un peu, parce que ça c'est assez technique. En gros, ce que tu expliques, c'est de la même façon qu'une chaudière va moduler sa puissance sur le gaz, une 25 kg va moduler en condensation jusqu'à 2 kg. Tu vas avoir des packs, par exemple, de 8 kg, des pompes à chaleur de 8 kg, qui vont être capables de moduler avec l'inverter leur puissance très très basse. Exactement. Tu n'as plus besoin des seuils d'enclenchement que tu avais, c'est etc. Ça. Alors, on a toujours les seuils d'enclenchement de débit parce que ça, c'est une nécessité. 20 ou 30%, machin. Exactement. Par contre, sur le fonctionnement du compresseur, on va descendre tellement bas qu'en fait, à un moment donné, on va arriver à une température d'équilibre, même si effectivement, on a une maison très peu déperditive, eh bien, on produira tellement peu d'énergie avec la PAC que la PAC va continuer à fonctionner. Ce qui va nous permettre d'éviter les cycles courts. Démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. Ce qui fatigue un compresseur. Ah mais oui, mais comme une voiture. Hein. Exactement. Moi, je prends souvent l'image de la voiture. Là, vous consommez moins, vous abîmez moins la voiture, c'est sur l'autoroute en 6e. Si vous roulez en ville en première, seconde, 3e, vous bousillez beaucoup de pièces dans la voiture pour rien. Et Exactement. Je trouve qu'une PAC, moi, je les sous-dimensionne systématiquement pour qu'elle tourne tout le temps. Et si tu me dis que toi, vous avez réussi à réduire ça sans avoir de ballon tampon, je suis vraiment curieux de savoir, parce que c'est pas commun sur le marché. Hein. C'est le gros intérêt. En fait, on est toujours dans la recherche de la performance. Étant fabricant de pompes à chaleur, on développe nos propres produits, d'accord ? Ouais, ça c'est important. Le gros intérêt, quand on fait son propre développement, c'est on s'est donné un cahier des charges. Le cahier des charges, il a été simple. Virgile le complétera si j'oublie des points, mais en fait, on a utilisé le COP. Oui. Il nous fallait un COP. Le COP, tu l'expliques ? Je veux bien vous l'expliquer. Le coefficient de performance, effectivement, voilà. C'est la différence, c'est le rendement de l'appareil. C'est 1 kW consommé, 4 kW restitué. On a un COP de 4. Voilà. Ça, à la différence de la meilleure chaudière condensation du marché, peu importe les marques, parce que maintenant, c'est quasiment tous les rendements, sont tous à 98%. Ça veut dire qu'un kW de gaz qu'on lui met, elle produira 0,98 de chaleur. Exactement. Voilà. Alors que sur une PAC, on produira 4 fois plus que ce qu'on consomme. À température, machin, on y viendra après. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pour ça que moi je dis souvent aux clients, même la plus mauvaise PAC du marché, elle aura toujours un rendement supérieur à la meilleure chaudière du marché. Alors, c'est un peu mauvais quand je dis ça, mais le rendement d'une résistance électrique, c'est de 1. Voilà, c'est ça que je veux dire. Exactement. Donc du coup, 0,98, on est toujours légèrement au-dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quoi. En coût d'énergie, c'est pas rentable, mais par contre, voilà quoi. Exactement. Aparté, j'arrête. C'était juste pour expliquer le COP. On pourra peut-être y revenir. On parlera des performances, justement, parce que moi je suis curieux de savoir les performances qu'elle a à moins 10. J'ai eu des questions tout à l'heure là, de Manuel là, qui me disait s'il fait moins 10 pendant une semaine, est-ce que ça marche ? J'ai plein de petites questions comme ça, je vais vous rattraper avec tout à l'heure. On a plein de grosses réponses. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Donc par rapport à ça, en fait, on a créé notre cahier des charges, c'était le COP, le bruit, et puis la performance et le rendu. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a des volumes tampons additionnels sur les installations, et on a souvent la question qui revient de la part des installateurs qui contactent nos services techniques, en disant, voilà, j'ai mis un volume tampon de 50 litres, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien ? Alors la deuxième, nous on va poser tout de suite une première question, est-ce qu'on l'a mis en série, est-ce qu'on l'a mis en parallèle ? Voilà, savoir comment on travaille, si on rajoute un volume supplémentaire. Et puis, en fait, il s'avère que sur ces installations-là, on se retrouve vite avec des installations qui contiennent 100 litres, 80 litres d'eau, d'accord ? Sur cette installation qui fait 80 litres d'eau ou 100 litres d'eau, on va rajouter 50 litres de volume tampon. Et là, tout de suite, ça allume un voyant chez l'installateur qui dit « Ah oui, j'ai rajouté à minima la moitié du volume à réchauffer. » Donc forcément, en termes de performance, on commence à quitter le cahier des charges. Parce qu'il va falloir que je réchauffe un volume tampon pour pouvoir apporter un service à mon installation. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on veut, c'est avoir une pompe à chaleur qui ne s'arrête pas en anticycle court. Et pour ce faire, avec un faible volume d'eau, puisque nous, on va travailler sur un échangeur à plaque, un condenseur échangeur à plaque, ça a aussi de l'importance. Parce qu'en termes de rendement, on n'a jamais rien fait de mieux qu'un échangeur à plaque. Du coup, tu as une pompe de charge, tu n'as pas de serpentin et pompe de charge, échangeur à plaque. Pas de volume supplémentaire dans la PAC, ce qui fait qu'on a un faible volume d'eau dans la PAC, ce qui nous permet effectivement de pouvoir répondre presque instantanément à la demande calorifique de l'installation et de toujours optimiser la performance quoi qu'il en coûte. Ok, ça veut dire qu'en fait, il y a un ballon dans la PAC. Alors là, on voit le modèle, je ne sais pas si on le voit en photo, mais on voit le modèle avec le ballon qui est en dessous. Ballon ECS. Il fait quelle taille ton ballon là-dedans ? Là, quand on parle du ballon eau chaude sanitaire, pour le stockage de l'ECS, de l'eau chaude sanitaire, 200 litres. On est sur 180 litres.
180 litres. Donc là, tu nous as dit, j'essaie de simplifier le truc. Tu as 180 litres de volume d'eau chaude qui sont produits avec l'échangeur à plaque. Oui. Donc en gros, le bichon qui ouvre son robinet, qui prend 11 litres minute, ça sera produit par exemple sur l'échangeur à plaque direct. Alors, Et dès qu'il vient prendre, ça marche comment? non. En fait, l'échangeur à plaque, c'est le condenseur de la PAC. Ok, voilà, D'accord. d'accord. Donc le condenseur, lui, il va faire l'échange thermique entre le fluide frigo et l'eau primaire de l'installation. Ok. D'accord. Et l'eau primaire produite par le condenseur va aller réchauffer le serpentin noyé qui se trouve dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Voilà, on a un serpentin quand même qui On est a un dedans, serpentin mais noyé. qui passe par un échangeur. C'est pas Qui directement le volume qui passe dans le condenseur qui y va. Exactement. C'est à découpler en gros comme pour un échangeur de piscine quoi. Ni plus ni moins. C'est voilà. Exactement. Ok. Ça c'est important parce que il y a pas beaucoup, enfin je connais pas beaucoup de marques qui ont utilisé ce système-là. La plupart du temps, c'est le même volume d'eau primaire qu'on va venir balancer en fait dans le serpentin directement du ballon d'eau chaude. Oui. C'est rarement, on passe rarement par un échangeur à plaque pour faire ça quoi. Alors, à ma connaissance, il y en a peut-être, mais voilà. Le gros intérêt d'avoir ce condenseur-là, en fait, c'est toujours cette histoire de réactivité et de surface Ouais, bah d'échange. Voilà. Donc ça permet effectivement de pouvoir aller gratter le pouillème qui fera la différence après sur la performance rendue à l'utilisateur final, quoi. Parce que ce qu'attend un client de ce produit, c'est avant tout une facture énergétique la plus basse Ouais, possible. bah, c'est là où c'est un peu difficile avec les ballons tampons parce que comme tu dis, il faut trouver le juste milieu. Mais comment est-ce que tu gères le dégivrage? Comment est-ce que vous gérez le dégivrage? Parce que moi, les volumes tampons, je les mets pas spécialement que pour, tu vois, pour éviter les cycles courts, mais je les mets aussi pour que quand je fais un dégivrage, je puisse continuer à avoir du chauffage, continuer à avoir, tu vois, sans avoir un système un peu de yo-yo. Comment est-ce que vous avez géré cette problématique? Parce que... T'y vas ou j'y vais? Tu compléteras. Je dirais la gestion du dégivrage, c'est intégré déjà dans le fonctionnement de l'appareil. Grâce aux tests faits en laboratoire et les retours d'expérience, on sait pertinemment comment optimiser la régulation de la pompe à chaleur pour intégrer ces dégivrages automatiquement. Optimiser aussi les performances, parce que forcément ça peut avoir un impact sur les performances. Donc les performances qui sont affichées selon la norme de test intègrent aussi les dégivrages selon les performances, les points de fonctionnement. Mais techniquement, comment est-ce que tu passes d'une température, parce que pour expliquer aux bichons, une pompe à chaleur c'est comme une clim, c'est méchant ce que je dis, mais c'est un peu comme une clim. Quand ça tourne et que ça produit de la chaleur, ça récupère des calories dehors et l'échangeur il descend très bas. Oui. Il descend à moins 15, moins 20, etc. Et là, elle fonctionne plus, elle récupère plus de calories. Donc on a besoin de la réchauffer. L'inversion de cycle, ce qu'on appelle, où tu vas réchauffer l'unité extérieure par dedans, si tu n'as pas de volume tampon, comment est-ce que tu arrives? Moi, c'est ça. C'est pas, en fait, c'est pas méchant, hein, mais c'est que techniquement, ça m'intrigue. Quoi, voilà. Non, mais c'est pertinent comme question. Puis ça a du sens. En fait, quand on va enclencher la phase de dégivrage, on va remettre en route systématiquement le circulateur primaire. Ok. D'accord. Le circulateur primaire, lui, où il ira pomper dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Ou dans les radiateurs. Ou dans le circuit radiateur. Plancher, et si par exemple, tout à l'heure, on parlait de modules de découplage hydraulique avec jusque 6 zones, eh bien, on remettra en route toutes les pompes des modules hydrauliques. De façon à épuiser des calories de partout. Exactement. Et non pas à un endroit. Exactement. Okay. Ça a déjà cet avantage-là. Et puis, ça a l'avantage aussi de raccourcir au maximum, puisqu'on va aller chercher l'énergie un peu partout, de raccourcir cette phase de dégivrage qui nous coûte de l'argent. Ben voilà, moi, c'est ça, parce que, si tu veux, si je mets un volume tampon, c'est que, par exemple, quand je fais les dégivrages avec les marques que je pose, le dégivrage est très rapide. Parce que, du coup, on a un tampon qui est à 50 degrés, boum, on balance 50 degrés, l'échangeur, il se réchauffe très vite, et les dégivrages, après, ils vont calculer les temps, et on fait pas des dégivrages de 30 minutes, tu vois, c'est fini. Et du coup, pas du tout, non. Ouais, mais voilà. Non, mais avant, on faisait minutes. des dégivrages. Les premières packs que moi j'avais installées, les dégivrages c'était très long. Pendant ce temps-là, les gens ils avaient pas de chauffage, pas d'eau chaude, tu vois, c'était relou quoi. Et là, c'était. Alors, tu m'as donné la réponse hein, en déclenchant les pompes du primaire ou en allant sur les circuits. Mais du coup, il faut aussi qu'on ait un circuit avec un certain volume d'eau. Parce que si tu as un circuit avec des grille-pains, par exemple. Là, tu vas être obligé de découpler, on est d'accord? Ouais, en fait, on a. Je sais pas, on a préparé avant cette émission ou qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que les questions, elles tombent, je vais avoir un truc à rajouter aussi sur la partie dégivrage.
Mais en fait, sur les volumes d'eau, sur nos machines, en fait, sur la plus petite des machines, sur la 35, on va demander 20 litres de volume d'eau sur l'installation. Maintenant, sur les installations, on risque d'être vraiment court parce qu'on va se retrouver dans des configurations qui ne sont pas simples. On est sur des toutes petites maisons, on est sur des maisons de 60 mètres carrés. Ouais, les maisons pièges. Voilà, c'est ça. Et on a des radiateurs qui sont, puisque maintenant, aujourd'hui... Très peu de volume d'eau. Très peu de volume d'eau. Dans la PAC, il est prévu de pouvoir réajouter, pouvoir mettre un volume tampon de 15 litres supplémentaire. Dans la PAC. Dans la PAC. C'est-à-dire que dans le module de 60-60, on va pouvoir intégrer directement ce volume tampon de 15 litres. C'est vraiment pour des toutes petites configs, puisqu'on l'a vu, 20 litres. 20 litres dans une installation, si les radiateurs sont dimensionnés corrects, et si on est sur de la tuyauterie digne de ce nom, à partir de ce moment-là, les 20 litres de volume, on les a. Donc on ne se pose même pas la question. Maintenant, ça va pouvoir permettre de répondre aux toutes petites configurations et toujours à l'exception. Oui, c'est celles-là qui me font peur. Le gars qui a 2 planchers chauffants, des radiateurs fonte, je m'en fous, ça marchera tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais ce qui me faisait peur, c'était les petits radiateurs, les petits trucs, quoi, parce que c'est toujours ce qui fait peur avec une PAC. Moi, je disais toujours, les pompes à chaleur, c'est des super produits, mais d'expérience, même moi, j'en ai fait des conneries. 99% des problèmes, c'est des problèmes d'hydraulique. C'est pas des problèmes de PAC, de pompe à chaleur qui fonctionnent pas, de frigo qui récupèrent pas. C'est des problèmes d'installateurs qui ont pas mis les bons diamètres ou les choses comme ça. Donc, si tu me dis que ça, elle est capable de le gérer en interne, on enlève la principale... Enfin, je dis pas que l'installateur est la principale cause de panne, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le risque d'erreur. Mais le risque d'erreur, il est gommé, quoi. Voilà, tu mets un circuit, tu mets 2 tuyaux qui vont à ton départ-retour, et le problème, il est réglé, quoi. Tout à fait, c'est la logique qu'on a dans le développement de ce produit. Donc là, on va laisser de côté la partie du dégivrage. Il y a ce volume tampon. Et ensuite, il y a d'autres composants qu'on a qu'on a cherché d'intégrer directement d'usine dans ce nouveau produit. Parce qu'en fait, on avait dans nos gammes précédentes, par exemple, on préconisait, il y a les performances, c'est ce qu'on mesure dans notre laboratoire. Je reviens toujours un petit peu, mais c'est mon côté... Il aime son labo. Performance. Et puis, il y a une certaine complémentarité. Donc, Non, mais on voit bien, en tout cas, que vous bossez ensemble et que l'un est... Si vous êtes complémentaires, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à reproduire ce pourquoi on a développé le produit, donc avoir une efficacité et des performances élevées. C'est le fondement, disons, de la pompe à chaleur, et de faire en sorte que ces performances durent dans le temps. Donc, il y a des éléments liés à l'installation, et notamment ce qu'on préconisait toujours sur nos pompes à chaleur, c'était pour garder justement un bon échange thermique sur l'échangeur entre le côté réfrigérant, donc la thermodynamique, et l'eau. C'est de garder une bonne qualité d'eau et du coup de filtrer le réseau avec un filtre à tamis, un pot à bout, tout ce qui est obligatoire de toute façon, etc. pour le Calipac. Exactement. Ouais. Et du coup, en voyant nos clients, nos partenaires, installateurs, et suivant nos préconisations, installer ça de manière permanente sur chaque installation, on s'est dit, plutôt que de leur faire perdre du temps, dans une logique de gain de temps, d'efficacité aussi de la pose et de la mise en œuvre, on a intégré ce genre de composants directement d'usine. Ça veut dire que tu as intégré le filtre à bout et les tamis, ils sont intégrés dans la PAC ? Ouais, en fait, c'est une sorte de module multifonction tout intégré, quoi, avec un pot à bout magnétique, donc un aimant pour tout ce qui est boue féerique. Il intègre aussi un filtre à tamis. Ouais, pour tout ce qui est algues, machin. Et puis, on a ajouté notre petite sauce interne à nous. On a un petit manomètre mécanique pour les puristes, pour voir l'aiguille. Mais non, pas pour les puristes, je te coupe. Pour les gens qui font leur maintenance et qui en ont marre des manos électroniques. Alors, c'est bien, on a mis les deux. Voilà, les deux. Nous, on veut les deux. Coupler un détecteur digital qui permet de lire la pression sur notre interface. Ouais, ok. Donc, directement dans le salon. Bon, je pense que le particulier aussi, ça peut l'intéresser aussi de savoir qu'il y a une bonne pression d'eau dans son circuit de chauffage. Mais tu rigoles, mais c'est important. La plupart des pannes qu'on a, c'est souvent des manques de pression chez les gens. Les gens, ils t'appellent en tant qu'installateur en te disant ça marche pas. Là, moi, si tu y as accès, parce qu'on parlera tout à l'heure de la connectivité, si tu y as accès sur la partie connectivité en disant... Tu as fait un chèque? Non, mais on le voit là, on voit pas là, Vas-y, je te la lève. Non, mais en gros, moi, c'est super important ce que tu me dis, parce que si on a le retour de ces variables-là qui ressortent dans l'application, ça veut dire que le client ou l'installateur, s'il y a accès, il a le retour. Monsieur, mon installation marche pas. Bah ouais, il suffit d'ouvrir le robinet et de remettre de l'eau, Alors, monsieur. On va même plus loin que ça.
Aujourd'hui, avec notre nouvelle plateforme de connectivité, puisque tu as introduit le sujet, donc on va rebondir rapidement sur plein de dessus. choses. Là, ça y est, On va repartir. Oui, ça part dans tous les sens. C'est un truc de dingue. En fait, la connectivité aujourd'hui, le fait d'avoir un capteur proportionnel, ça va nous permettre en plus de pouvoir faire de la maintenance prédictive. Ah, ça y est, on est parti. Alors ça, c'est la mode, ça. Voilà. Non, mais c'est la mode, sauf que chez nous, en fait, je vais pousser le bouchon parce qu'aujourd'hui, c'est plus un rêve, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a une surveillance permanente des installations. Partout, on a des capteurs proportionnels, Quand fait. tu dis on a, c'est Ariston qui a accès ou c'est l'installateur qui a accès à distance? Ariston a accès, effectivement, on a une supervision de l'installation. Un accès aux données. Exactement, de toutes les installations qui sont connectées par notre système, sur notre système. Et l'installateur ou le prestataire qui assure son propre SAV, en fait, a un accès aussi. Bon, voilà, c'est ça que je voulais que tu me précises, parce que je trouve que c'est vraiment l'avenir. Clairement, le monitoring à distance et la maintenance prédictive, c'est l'avenir. Dire que... Après, vous avez vos calculs et en interne, tu vas dire, bah tiens, je vois que la pompe, elle devrait envoyer tant de débit, parce que ça se trouve, là-dedans, vous avez un débitmètre électronique aussi ou un truc c'est pas, ça se trouve. Ouais, voilà, non, mais tu me l'avais pas annoncé, mais je le voyais venir. Ça veut dire que vous allez dire, bah tiens, le débit, il a baissé. Tiens, bah peut-être que le filtre à bout, il est encrassé. Peut-être que le machin... Donc, nous, en maintenance, on va y gagner du temps. Avant, on voyait ce genre de choses que dans les grosses installs, tu sais, les grosses usines et tout. Maintenant, ça arrive chez le particulier de façon... Ça direct, quoi, honnêtement. Là, c'est là, en fait. Non seulement on va lire le débit, tu le signales bien, mais en même temps, on va mesurer aussi des deltas de température entre le départ et le retour. Donc là, pour le coup, quand c'est pareil, derrière, on va annoncer des consos, on va annoncer des choses comme ça. On veut faire un rendement d'installation aujourd'hui. On a tout est disponible sur le Sensis, qui est donc l'interface de pilotage et de paramétrage. Là, appli sur smartphone, appli sur tablette, site internet aussi. Oui, tout à fait. Une page web, on tape la page web, on est parti en vacances. Je suis client utilisateur, j'ai besoin de remettre en route mon chauffage, j'ai perdu mon smartphone, on ne sait pas ce qui s'est passé, peu importe. Grosse soirée. À partir de ce moment-là, bah, tout simplement, le client va se connecter sur une page web. Et puis il va pouvoir pouvoir réarmer son installation ou pouvoir simplement voir ce qui se passe réarmer tes défauts, tu peux tout faire à distance. Alors, pas l'utilisateur, par contre la STA aura accès à un certain nombre de réarmements à distance, à condition qu'effectivement... Station technique agréée. Station technique agréée, pardon, il faut un décodeur de temps en temps. Non mais parce qu'on est dedans, mais faut pas oublier que les bichons qui nous regardent, il y en a... Alors c'est une émission pour les artisans et tout, t'as des bricoleurs avertis, et il faut qu'on essaye un peu de leur vulgariser et de leur expliquer, parce que on a des Belges, on a des Suisses, on a des Canadiens, il y en a de partout. Hein. Donc ils vont nous dire qu'est-ce que c'est, parce que c'est peut-être pas les mêmes abréviations chez eux. C'est pour ça que je te coupe et que je reviens là-dessus. Pour la langue anglaise, c'est Virgile. Hein. Moi, je peux rien pour vous. Ouais, mais t'as un très bon anglais. Y a pas de souci là-dessus. On parlera pas anglais, parce que moi, mon anglais est basique, donc on va pas insister. Mais non, du coup, voilà, c'est la vraie maintenance prédictive que vous allez avoir. C'est pas juste un mot en disant on va vous faire de la maintenance prédictive et ça sort dans 10 ans. Parce que je l'ai déjà entendu ça il y a quelques années et j'en vois pas la couleur, quoi. Le prédictif, il est arrivé, on va être très clair, parce que là, c'est presque un scoop pour les bichons. Le prédictif, il est arrivé jeudi dernier chez nous. Il est sur les écrans, il est visualisable par les équipes internes du groupe, d'accord. Et il sera d'ici mars visualisable pour les clients sociétés de maintenance et tous nos prestataires agréés. Ok. Ça c'est cool. Je vais en profiter parce qu'on est parti dans tous les sens là, on a un peu débordé. Je veux remettre l'église au milieu du village, hein, comme on dit. Parce qu'on parle de PAC, de pompe à chaleur depuis tout à l'heure, parce que pour nous on est dedans. Une pompe à chaleur, mais on n'a pas précisé le truc de base. C'est une pompe à chaleur, c'est quoi ? Je retourne là-dessus parce que on est parti dans nos trucs, parce qu'on est, je pense, un peu tous passionnés quand même par notre boulot, parce que moi je suis chauffagiste avant d'être animateur et c'est un truc qui m'excite un peu là, tu vois, il me faut pas grand-chose. Qui est-ce qui nous explique qu'est-ce que c'est qu'une PAC ? Déjà, une pompe à chaleur, déjà. Voilà. Je vois que vous me regardez un petit peu, donc on a pris l'habitude, hein, honneur aux plus jeunes le vieux corrigera derrière, corrigera, t'inquiète. Contrôlera les travaux finis. C'est ça. Pompe à chaleur, j'aime bien dire, comme son nom l'indique, hein, ça pompe de la chaleur, donc ça récupère effectivement, ça puise des calories d'un endroit A et ça les rejette dans un endroit B. Ça récupère des calories dehors
Et en l'occurrence, on connaît le principe, par exemple, pour tout le monde, sur un réfrigérateur, une climatisation. On a l'habitude de récupérer des calories pour refroidir. Mais les gens, ils pensent pas, tu vois. Toi, parce que toi, t'es du truc. Ah oui, mais les gens, ils pensent pas que sur un frigo, c'est une pompe à chaleur. Ça, ils y pensent pas. Ils entendent un petit bruit, mais ils savent pas. Mais pourtant, ils savent comment ça marche. Et c'est ça. Donc, ils se disent que ça existe. Donc, en gros, on fait du froid en récupérant des calories de la pièce et du coup on dégage de la chaleur. C'est ça. Voilà. Là, en l'occurrence, dans la pompe à chaleur, ce qu'on veut faire, c'est ça peut sembler un peu contre-intuitif. On va récupérer de la chaleur dans l'air froid qui est à l'extérieur. Ouais, c'est ça qui est très D'accord. dur à expliquer, c'est que tu vas récupérer de l'air froid, même quand il fait moins 10 degrés, tu récupères de la chaleur. Voilà, et ça c'est lié au fait qu'on a un fluide frigorigène, un réfrigérant, qui tourne dans un circuit et qui, à un moment donné, a des propriétés physiques qui vont lui permettre de s'abaisser en température et en pression suffisamment pour que finalement l'air froid de l'extérieur devienne une source d'énergie. Et donc il va être plus froid que l'air froid de l'extérieur et épuiser des calories. Et il va faire des changements d'état, et les changements d'état vont dégager des calories, et avec les changements d'état, voilà. etc., il va capter énormément de calories qui vont ensuite être compressées dans le compresseur, donc monter en température. Et du coup, là, ça devient intéressant pour le circuit de chauffage. Ensuite, quand on est monté en température, en pression, qu'on a récupéré toute cette énergie, on va restituer ça dans le circuit de chauffage ou le circuit d'eau chaude sanitaire, enfin dans le circuit primaire qu'on évoquait tout à l'heure, à travers l'échangeur à plaques qui doit être du coup très efficace et avoir un bon rendement. Avoir un bon rendement. Voilà, l'explication c'est ça, c'est on récupère des calories dans l'air extérieur pour chauffer votre maison. Voilà, le principe de fonctionnement, je vulgarise le truc, c'est ça. Le principal problème, on le comprend aisément du coup, pour quelqu'un comme moi qui vient de Grenoble ou de la montagne, c'est comment est-ce qu'on va récupérer des calories dans l'air quand il fait froid. Parce que si on prend les caractéristiques d'une pompe à chaleur, on a le COP dont on parlait tout à l'heure qui nous est toujours donné à 7 degrés extérieur et 35 degrés de température d'eau. On vous dit votre machine elle a un rendement de 4 ou de 5 mais à 7 degrés 35. Et les gens vous disent, les anti-pompes à chaleur, oui mais quand il fait froid vous allez consommer de l'électrique monsieur. Donc voilà, votre pompe à chaleur, tout à l'heure c'est ce que vous m'expliquiez avant le début de l'émission, elle conserve un rendement très très bon jusqu'à quelle température extérieure ? Alors, je mets les pieds dans le plat, hein, je fais l'avocat du diable. Oui, bah, ça dépend de ce qu'on appelle très très bon. C'est vrai que au final, le 7 degrés, il n'est pas faux parce que de manière générale, si on regarde la quantité d'heures ou le temps de fonctionnement les monotones de chauffe, finalement en dessous de 0 degré, enfin. Ça dépend où tu habites. Ça dépend des régions, mais ça représente un volume horaire beaucoup plus faible que les températures aux alentours de 7 degrés. Donc en France, c'est une bonne moyenne. Donc c'est intéressant d'un point de vue efficacité de considérer si tout le monde a la même norme, je suis d'accord avec toi. Si tout le monde compare du coup sur le 735, oui, du coup, tu as quelque chose à comparer. Par contre, c'est en dessous que les performances ne se valent pas d'une marque à l'autre. Exactement. Alors après, effectivement, il y a une optimisation dans les températures les plus froides. C'est une stratégie qu'on a suivie nous aussi, venant du chauffage. On a cherché à optimiser notre groupe pompe à chaleur, puisque, on le rappelle, on le développe et on le fabrique nous-mêmes. Pour optimiser ses performances, notamment dans les climats les plus froids, par exemple la région nord-est, pour ne pas la citer. La région la plus froide, c'est-à-dire chez toi, Christophe. On y est, on est donc dans les attaques personnelles. Ça y est, moi, tu vois, il me connaît pas assez. Il a pas encore attaqué Grenoble, mais par contre l'Alsace, t'es bon, t'es mort. Ouais, là. L'Alsace c'est moi, la Lorraine c'est lui. Ouais, c'est ça. On mélange pas, c'est bon. Et donc, par exemple, sur un régime d'eau à moins 7 degrés extérieur, 35, on est supérieur à 3 voilà, donc ça c'est... Non, performance. On arrête tout. Là, s'il faut être clair. À moins 7 degrés extérieur, j'envoie 1 kW dans ma PAC, elle en produit 3. Voire 3,4 ou... En moyenne, on va partir à 35 degrés de température d'eau, hein, on est d'accord. Hein, mais on va partir pour résumer, parce que sinon après on peut rentrer dans chaque spécificité de chacune des packs de la gamme, mais on a un COP supérieur à 3 à moins 7,35. Voilà, sur l'intégralité de la gamme. C'est pas un effet de manche, on n'est pas où on a un seul COP à plus 3, enfin un COP de 3 en disant moins 7,35, c'est bien l'intégralité de la gamme qui a à minima un COP de plus de 3 à moins 7,35. Voilà, moi, ce que tu viens de dire, en termes d'explication, je trouve qu'il n'y a pas plus parlant. Ça veut dire que
quelqu'un qui est en montagne ou qui est en on va dire, tu vois, du Chambéry ou des climats qui sont quand même assez froids et assez secs. En plein hiver, on a fréquemment du moins 5 degrés ou du 0 degré. Et ben, on aura notre machine qui aura encore un rendement qui sera de 3. C'est-à-dire que ma chaudière gaz condensation qui aura un rendement de 0,9, même de 1, si tu veux, au maximum, parce qu'elle est parfaite, et ben, oui, on est d'accord, mais, mais elle sera 3 fois moins performante que ma PAC. Alors en fait, si tu le permets, je peux peut-être faire un petit aparté en plus là-dessus. Donc on a parlé du plus 7 degrés, du moins 7 degrés, 35, etc. Donc il y a toujours plein de points de fonctionnement et effectivement en fait peut-être par rapport à un autre générateur, la pompe à chaleur, c'est vrai que c'est très sensible par rapport à la température d'air extérieur, le régime d'eau, etc. À chaque fois. Et donc, en fait, il existe aussi un indicateur qui est la performance saisonnière, c'est-à-dire moyennée sur une saison de chauffe complète. Le scope pour notamment la PAC RR, la pompe à chaleur RR. Il existe la même chose pour les pompes à chaleur RO. Donc, c'est en fait ton COP moyen sur une saison de chauffe complète. Et ça, c'est normalisé, c'est introduit, c'est au niveau européen. Il y a en fait ce qu'on appelle aussi une étiquette énergétique. Tu sais, comme sur l'électroménager, tu as une échelle avec etc. Donc ça permet de définir ça. Et il y a une valeur aussi qui est l'efficacité énergétique saisonnière. C'est un peu long comme expression, mais c'est clair. Et ça s'exprime en pourcents. Et en fait, c'est ton coefficient de performance moyen, le scope, rapporté à l'énergie primaire consommée. Qu'est-ce que c'est l'énergie primaire ? C'est parce qu'en fait, la pompe à chaleur, ça fonctionne à l'électricité, donc c'est raccordé sur le réseau électrique, donc ça consomme une énergie électrique en partie. Mais l'énergie électrique, ça vient pas de... Enfin, ça tombe pas du ciel, c'est produit, donc on consomme une certaine énergie aussi pour la fabriquer. Et donc pour rapporter à l'énergie primaire utilisée initialement pour produire l'électricité, il y a un coefficient, et bref, tout ça pour dire que l'efficacité énergétique saisonnière exprimée en pourcents d'une pompe à chaleur, ça permet de la comparer justement à une chaudière, gaz ou fuel. Et c'est quoi l'écart ? Dis-nous tout. Eh ben, voilà, donc tout ça pour arriver au... La conclusion. Là, avec cette pompe à chaleur, on a réussi à atteindre un coefficient, une efficacité saisonnière sur un régime d'eau 35 degrés de 200%. Ok. Et alors là, attends, parce que là, tu as perdu 500 bichons là, dans la discussion. En gros, moi, premier truc, quel est le coefficient saisonnier sur ta norme que tu as, par exemple ? Genre, là, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais un COP de 4. Du coup, tu as la même chose. Ah oui, voilà, le COP saisonnier. T'es à combien le COP saisonnier ? 3, 5, 4 ? En fait, pour atteindre 200%, en fait, ça veut dire que tu es à un tout petit peu plus de 5 en moyenne sur une saison de chauffe complète. Ça veut dire que si on prend en compte l'été où tu vas fabriquer que de l'eau chaude, l'hiver où tu vas avoir des températures plus froides où ton COP va baisser, si on fait la moyenne sur l'année, en gros, une personne va produire 5 fois plus que ce qu'elle consomme. En fait, pour expliquer, parce que tout à l'heure, on disait, ben oui, mais on a un COP supérieur à 3, à moins 7. Donc, on se dit, de 3 à 5, comment tu arrive à un COP moyen de 5 ? Mais en fait, c'est moyenné, mais c'est pondéré. C'est pour ça que je disais, c'est important le point à plus 7, parce qu'en fait, le moins 7, même dans ta région, on n'y est pas si souvent que ça. C'est pondéré, donc en moyenne pondérée pour le coup, selon un profil de température, tu arrives à c'est important pour comparer. Je suis d'accord avec toi, c'est important pour comparer par rapport aux autres. C'est ça. Mais d'un point de vue purement technique, ce qu'on va regarder, c'est quelle température, je parle en tant qu'installateur ou en tant que particulier, c'est quelle température tu es capable de fournir au réseau de chauffage en fonction de la température extérieure. C'est ça qu'on va regarder. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis à moins 10 ou moins 15, à quelle température tu es capable de renvoyer de l'eau ? Alors, de manière générale, par rapport à, indépendamment de comment on mesure cette performance saisonnière qui était plutôt une aparté pour rappeler que ça existe et que c'est un indicateur important pour qualifier les performances de pompe à chaleur. De manière indépendamment de ça, donc en gros, tu me demandes quelles sont les limites de fonctionnement de notre pompe à chaleur. Oui, parce qu'à moins 20 degrés, tu es capable de fournir de l'eau à combien, par exemple ? On est capable de fournir en thermodynamique seule, donc sans appoint, on est à 45 degrés à moins 20. Bon, c'est pas le maximum.
Par contre, notre maximum, c'est 60 degrés jusqu'à moins 10. Mais c'est déjà énorme. Ça veut dire que ce que tu viens de dire, c'est qu'à moins 20 degrés, donc je vais reprendre le cas en station de ski, par exemple, tu peux fournir un plancher chauffant. Non, mais voilà, on entend toujours une pompe à chaleur, ça fonctionne pas, ça fonctionne à 20 mètres d'altitude, mais à 100 mètres, ça marche pas. C'est pas vrai. Voilà, la tienne est capable de fournir de l'eau. Elle aura du mal à faire de l'eau chaude. On est d'accord. Non, pas du tout. Elle y arrivera quand même, parce qu'il y a des changeurs à plaque. Sans aucune difficulté. Oui. Sans aucune difficulté. Jusque moins 10, comme le disait Virgile, jusque moins 10, elle va fournir de l'eau à 60 degrés en thermodynamique seule. C'est énorme déjà. Exactement. Et puis après, on va plonger entre moins 10 et moins 20, on va plonger jusque 45 degrés. Donc ça permet effectivement de couvrir pratiquement toutes les configurations, même dans des régions compliquées, les régions qu'on connaît bien, Virgile et moi, puisque nous on est du nord-est, et effectivement c'est la région la plus froide de France, c'est la plus froide de France, donc on est en température de référence à moins 15, il n'y a pas plus froid en France, et on se pose pas la question de savoir si effectivement ça va fonctionner ou pas, on sait que ça va fonctionner. Ouais, mais voilà, mais ça c'est important parce que le principal problème des pompes à chaleur, c'est les on-dit. C'est une pompe à chaleur, c'est de la merde, c'est électrique, ça marche pas, c'est pas vrai. Ça vraiment non mais vous rigolez tous là, vous moquez de moi, mais pour de vrai on n'a pas du tout on n'entend pas ce discours-là, et ben moi ce discours-là, je suis comme toi, je l'ai tous les jours chez mes clients quand je leur dis vous avez une chaudière fuel, mais mettez-moi pas une PAC, ça marchera pas. Déjà, ils te demandent même pas si tu as dimensionné l'installation. Ils partent du principe qu'une pompe à chaleur, ça marche pas. Ça, c'est tous les margoulins qu'il y a eu dans les années 2000, etc., avec les crédits d'impôt qui te collaient des packs de partout et non dimensionnés, tu vois, et qui te balançaient des trucs où le compresseur, il pétait au bout de 4 ans parce qu'il était surdimensionné, qui faisait que démarrer, s'arrêter, parce qu'ils n'avaient pas votre système, on n'avait pas de l'inverter, ça marchait pas. Et ça a fait un tort énorme, je pense, à la profession. Et voilà. Moi, ce produit-là, on va parler des gaz, des machins, mais s'il a ces performances-là, il va se faire une belle place, parce que sur le marché, on n'a pas de double étagement. C'est technique, mais il y a des concurrents, par exemple, qui ont un système où ils font chauffer une première fois l'eau, ils le refont chauffer avec un eau compresseur. Voilà, là, on est sur un système, ça va pas vous plaire, mais j'allais dire basique. Si, ça nous va bien. Plutôt que basique, si, ça nous va bien. Simple. Basique, simple, mais avec exactement. des performances qui sont... élevées. Enfin voilà, on est au R32, donc là, on n'en parle pas aussi depuis tout à l'heure, parce que la plupart des packs, elles sont au R410. Là, on est au R32. Alors... pour expliquer la différence, je suis pas technique comme vous, mais grosso modo, il y a un pouvoir de réchauffement du gaz qui est noté, le R410. Effet de serre. Ouais. Voilà, de pouvoir à effet de serre du gaz qui est à l'intérieur, si l'installateur a fait une fuite ou si Pierre-Paul Jacques. Et le R32, il doit être 300 fois ou 600 fois, je sais plus, mais c'est un truc comme ça. Moins polluant que l'autre, le global, machin, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, alors c'est plutôt 3 fois. 3 fois. Ouais, 3 fois. Pardon, c'est en gros 175. J'ai un peu là on peut dire que je suis de Marseille, les gars, quand même, hein, franchement. Ouais. Je croyais que c'était Grenoble s'est déplacé. En gros, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure en évoquant le principe de fonctionnement. Il y a un circuit avec un réfrigérant, un fluide frigorigène, qui est scellé dans un circuit, et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que parfois on entend, on se dit il faut que je recharge ma clim. C'est plutôt lié au monde de l'automobile, mais il n'y a pas de raison que ce fluide il soit consommé dans le cadre du fonctionnement de la pompe à chaleur. Il est mis une fois pour toutes, c'est scellé d'usine, c'est étanche. Dans le cadre de la maintenance et de la surveillance d'un groupe, en fonction des caractéristiques, il y a aussi un contrôle d'étanchéité qui est fait régulièrement, etc. Donc c'est surveillé. Malgré tout, dans les manipulations de fluides ou dans des interventions, la filière est soumise à une réglementation liée à ces fluides. Du coup, je dirais cette partie-là est un peu dans le collimateur, et notamment parce que ces fluides frigorigènes, quand ils sont libérés dans l'atmosphère, comme tu disais, ils ont ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement global ou planétaire. En gros, c'est quoi ? C'est en équivalent de CO2. Donc 1 kg de R410A, c'est la molécule du fluide un peu classique qu'on trouve. Avant, ça représente plus de 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc heureusement c'est rarement alors en fait là c'est rarement perdu. Sauf quand on prend en compte tous les ports casses
qui dégazaient ce qu'on appelle les machines et qui récupéraient pas les fluides, etc. Les dégazages à la sauvage. Qui sont soumis pénalement. Ouais, mais 2000. qui y avait beaucoup avant. Franchement, j'en ai vu, moi, beaucoup. Hein, voilà, donc c'est important, quoi. Donc on est soumis, effectivement, toute la filière à une réglementation très stricte là-dessus, avec des suivis, des quotas. Manipulation, et il y a une ligne directrice jusqu'à 2030 de réduire de près de 80% par rapport à une certaine date. Voilà. Et donc on est dans le co-éliminateur, et ce nouveau fluide R32 par rapport au R410 que j'évoquais, au lieu d'être à plus de 2 tonnes, il est quand même à 675 kilogrammes. Ouais, ça fait quand même une réduction. Après, ce qu'on a aussi fait, c'est optimiser le groupe pompe à chaleur pour réduire au maximum la quantité du fluide qui est utilisé. Ok, donc là, c'est ce qu'on disait, l'augmentation de l'échangeur, mais aussi optimiser les échangeurs, le circuit frigorifique, l'échangeur air, l'échangeur à plaque, le compresseur. Tous les composants étaient optimisés pour utiliser, disons, le moins de fluide frigorigène possible, et donc ce fluide frigorigène R32 qui a un impact inférieur. Ok, donc là, si je résume le truc, la Nimbus Net R32, parce qu'elle a un joli petit nom, celle-là. Déjà, Nimbus, c'est parce qu'elle est toute petite ou c'est juste un... Non. Non. C'était une petite blague, excusez-moi les bichons. Mais non, elle a tout d'une grande. Voilà, ce que je voulais... Non, mais en fait, le truc, on a résumé, vous avez rendu très compact l'unité intérieure. Vous avez introduit énormément de technologie à l'intérieur, que ce soit la partie connectivité, la partie électronique, la partie régulation, la partie hydraulique qui est intégrée dedans. Là, on a réglé déjà un des griefs de la PAC, c'est-à-dire ça prend de la place à l'intérieur. L'autre problème que vous l'avez réglé en disant dehors, ça fonctionne à moins 10. Donc vous avez réglé le problème avec le fluide frigo, avec les performances intrinsèques de la machine. L'autre problème qu'on se coltine tous les jours en tant qu'installateur quand on vient proposer une PAC, c'est le bruit. Une PAC, ça fait du bruit. Moi, regardez celle de mon voisin qui est devant chez moi, elle m'emmerde toute la journée. Voilà. Donc on a ça. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de performance de bruit? Parce que là, tu m'as déjà donné quelques pistes en disant on a augmenté la taille de l'échangeur, la taille du ventilo. Donc en termes de performance acoustique, qu'est-ce que ça vaut? Vous n'allez pas me dire que c'est de la merde, je sais. Non, notre poisson, c'est bien le plus frais, c'est bien connu. Non, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'effectivement, quand on a développé le produit, ça faisait partie du cahier des charges, c'est ce qu'on avait vu en préambule, à savoir le COP et les nuisances sonores. C'était effectivement, ça fait partie de l'écriture du cahier des charges. Exactement, c'est les problématiques liées à la pompe à chaleur. Donc, c'est effectivement les problèmes qu'il faut éradiquer à la naissance du produit. Pour ce faire, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, même si effectivement sur la photo on le voit pas bien, mais on a un des groupes qui est un des plus costauds en termes de taille. Surdimensionné par rapport à un groupe de base de certaines exactement, marques. De certains de nos confrères. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a travaillé sur un évaporateur qui est surdimensionné. Ouais, exactement. On a travaillé sur un évaporateur surdimensionné de manière à effectivement avoir le meilleur échange possible avec l'air environnant. Ouais. C'est ce qu'expliquait Virgile tout à l'heure, pour capter un maximum de calories sur l'air environnant. Plus de calories. Voilà. Donc ça permet déjà de limiter tout ce que Virgile a évoqué juste avant. Mais pas que, parce que le fait d'avoir un évaporateur surdimensionné nous permet aussi d'avoir un traitement de flux d'air qui soit moindre. Parce que, on voit la double. Effectivement, on voit la double là. Donc quand on a un évaporateur surdimensionné, on a un ventilateur en fait qui va tourner moins vite. Et vous avez appliqué le système des PC où on grossissait les ventilateurs d'ordi et on a plus de turbines là qui nous... Exactement, c'est pas du water cooling, mais c'est la future étape ça. Mais effectivement, le fait d'avoir un ventilateur qui tourne à plus faible vitesse va émettre moins de son, moins de bruit, moins de nuisances sonores, et puis surtout, il y a un autre aspect, avec Virgile, on a travaillé sur ce sujet il y a 3 semaines, l'aspect convection de l'air à l'extérieur du groupe extérieur, pour la simple et bonne raison que les groupes, bien évidemment, va falloir les caser un petit peu partout. On va les retrouver sur les terrasses, on va les retrouver sur les toits terrasses, on va les retrouver sur les balcons, on va les retrouver un peu partout.
Et le fait d'avoir un ventilateur qui pousse comme un âne batté de l'air, on a un flux d'air froid qui devient gênant pour l'environnement. Pour les voisins. Exactement. Pour plein de choses, quoi. Oui, même pour les occupants de la maison, même si effectivement c'est leur pack qui fonctionne. Et qui fait du bruit. Parce qu'il n'y a pas que le compresseur qui Exactement. fait du bruit. Le ventilateur, on néglige souvent ce bruit-là quand on parle d'une pack, mais un ventilo, ça peut faire du bruit. Le brassage d'air fait du bruit. Ah ouais, franchement. Exactement. Ça devient une des sources principales. On a tellement optimisé le compresseur, le groupe, Ouais, on peut l'isoler en module, etc. En fait, maintenant, on est dans la recherche d'optimisation sur la partie écoulement d'air. On n'entend que l'air, quoi. Donc, voilà, donc vous avez isolé de façon phonique le groupe là où il y a le compresseur, etc. Oui, on a une double enveloppe en fait. Ouais, on a une première enveloppe compresseur et on a une enveloppe qui reprend le compresseur plus l'accumulateur. Donc l'accumulateur, c'est la petite bouteille qui est juste avant le compresseur pour faire les appels de puissance. Ok, et ça, c'est sur cylindre bloc, machin, bien comme évidemment. d'habitude, tout ça. Ouais, bien évidemment. Et voilà. Et en termes de pur, qui a la plus grosse, machin, etc., les chiffres, vous êtes à combien de dB, grosso modo, vous savez ? Après, on parle alors, vous allez me dire pression acoustique. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est de là où il quoi faut on être parle précis. Parce que ça, c'est pareil. Quand tu arrives chez le client, c'est la guerre. Moi, C'est la ça. mienne, elle fait 51. Toi, la mienne, elle fait 30. Tu vois. À 1 mètre, à 3 mètres, à 10 5 mètres. en diagonale, à c'est ça, 45. c'est ça. Mais voilà, grosso modo, moi, ce que je veux savoir, c'est plus une image. Je prends souvent l'image de... C'est le bruit d'une machine à laver, c'est le bruit... C'est quoi ? C'est-à-dire, on entend un couinement, on entend un ventilo. Parce que, tu vois, c'est ça qui est désagréable. Je vais te faire une réponse de Normand. Ta machine à laver, elle est en essorage ou elle est en lavage ? Parce que pour le coup, c'est pas le même bruit. Non, on a une machine qui est aux alentours de 52 dB de manière générale. Là, en puissance. En puissance, exactement. En pression, ça fait quoi ? Ça fait du 30, 35 ? À 5 mètres, ça représente, parce qu'après c'est des abacs, que ce soit nous ou un autre. Puis en champ libre, etc. Donc ça se calcule. Ça représente 30 dB. À 5 mètres. Donc c'est très bas. Ah bah en termes de bruit, c'est... Je pense qu'à 5 mètres, là, 30 dB, en fait, en 30 dB, c'est 33 dB. Voilà, moi, je prends mon cas en ville, c'est 33 dB. Donc si tu me dis que tu es à 30 dB, ça veut dire que tu l'entends pas. Quand tu es à 5 mètres, tu l'entendras plus, tu entendras le bruit environnant. Ouais, tu t'entendras... Je vais être méchant, mais tu entendras l'air. En fait, tu sens l'air et t'entends... Alors, sachant qu'on a encore une solution ultime pour les configurations complexes, parce qu'on parle toujours de généralité, et puis dans les questions qui peuvent arriver des internautes, des bichons, bien souvent, ce sera toujours les exceptions qui vont être exprimées. Et en fait, on a encore la possibilité sur des configurations complexes, si par exemple on est sur du lotissement, sur des maisons qui sont très proches les unes des autres, parce qu'il y a quand même une règle par rapport au bruit environnant. 3 mètres, je crois, non ? Non, c'est en limite de propriété, 5 dB entre 6h et 22h. Et au-delà de 22h jusqu'à 6h du matin, augmentation de 3 dB maximum, d'accord ? Ouais. Mais pour ce faire, en fait, puisque étant fabricant, on a pu pousser notre régulation jusqu'au bout. En fait, on a un mode silence sur la machine, effectivement, qui est paramétrable. C'est-à-dire qu'on est de base, il est paramétré 6h, 22h, 6h pour respecter les 3 dB de nuit, mais on va pouvoir peut-être l'utiliser tout au long de la journée si on est sur une config complexe. Par contre, je vous l'accorde, ça va baisser un poil les performances de la machine. Ouais, il faut faire attention avec ça. Moi, j'avais pas pensé à l'enlever. Je savais pas qu'il y avait ces modes-là sur celle que j'installais. Du coup, j'avais pas pensé à l'enlever. Et du coup, j'avais des déclenchements des fois de résistance électrique qui étaient intempestifs la nuit. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, il y avait un mode silence sur la PAC. Donc, il faut y penser. Tu le mets quand t'en as besoin, etc. Mais quand il y en a pas besoin, des fois... Voilà, il faut le savoir. Si tu me dis que c'est totalement paramétrable, problème réglé. Exactement. C'est l'installateur fait ce qu'il veut, il voit avec le client. Vous avez une chambre juste au-dessus la nuit, pas de problème, on le baisse, etc. quoi. C'est ça. Ça, c'est super. Et ça, c'est réglable pour la station technique. Oui. L'installateur, il n'y a pas accès, on est alors, d'accord ? L'installateur y a accès. Pas l'installateur, l'utilisateur peut y avoir accès aussi. Ah, c'est-à-dire que l'utilisateur, en fait, va pouvoir débrayer ou embrayer le système silence par le menu utilisateur. Parce qu'en fait, dans notre régulation, on a 2 niveaux. On a le niveau utilisateur et le niveau professionnel. Dans le menu utilisateur est accessible le menu silence. Ok. Bon, je pense qu'on a bien défriché le truc. Moi, on va passer un peu plus en termes de technique et de chiffres sur la gamme. La gamme, on la voit, c'est une gamme OR32, donc c'est une gamme split, ce qu'on appelle. Vous avez une unité dehors et une unité dedans qui n'est pas monobloc. Alors, on a les deux, en fait. On a voilà, les deux technos. Explique-nous tout. Au départ, on vous l'a dit tout à l'heure, on est issu du monde du chauffage, donc on a depuis toujours développé une gamme monobloc. Ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que
en tant que fabricant, on ne se voyait pas de faire autrement que de faire de l'hydraulique, puisqu'on était issu du monde du chauffage. D'accord. Celle-là, vous ne l'avez pas arrêté, vous l'avez continué. Celle-là, on ne l'a pas arrêté. Donc on l'a fait évoluer. Notre première gamme, tout à l'heure on évoquait les gammes de 2007, la première gamme était effectivement une gamme monobloc. Depuis, bien évidemment, ce produit a largement évolué pour arriver à un Abusnet 32. Alors après, derrière, on va y mettre une petite lettre, on va y mettre un S ou un M, S pour monobloc. Donc là, on développe une gamme. S, pardon, S, oh là là. Je me disais, pourquoi ils font à l'envers? Pourquoi ils font sais... M pour split et En fait, c'est pour voir si... On va la refaire, celle-là. C'était pour voir si tout le monde suivait. Donc, t'as vu, Virgile, direct. Ouais. Tu vois, quand tu es dans ton explication, en fait. En fait, la S, donc pour split, où là, effectivement, on va avoir une gamme 35, enfin, on va avoir une puissance de 35, 50 et 80. D'accord. Ça, j'y viens après. Sur les déclinaisons 50, de puissance, ouais. Alors ça, c'est les déclinaisons de puissance. Donc on va avoir une PAC qui va faire 3,5 kg, une PAC qui va faire 5 kg et une PAC qui va faire 8 kg. Donc tu as 3, 5, 8. Donc c'est du monoventilateur extérieur. Exactement. Monophasé. Oui. Elle existe en tri? Non. Donc elle est en monophasé. Donc on a une gamme de 3 à 8 kg en monophasé en split. C'est ça. Exactement. Après, et puis, eau chaude ou chauffage seul? Eau chaude, chauffage seul. Alors, eau chaude combiné avec la colonne qu'on voit derrière. Le ballon, le frigo, quoi. Le frigo, exactement, 0,60 par 0,60. Possibilité aussi d'avoir juste le module mural si on est en chauffage seul, et possibilité d'avoir un ballon déporté si, pour des raisons de gain de place, on va pouvoir occuper une place perdue avec un ballon de 180 litres. Surdimensionné avec un échangeur surdimensionné qui est intégré dans le ballon. Ça, c'est intelligent. Deuxième gamme, la gamme M, donc monobloc pour le coup. Et cette gamme M déclinée en 35, 50, 80, 120 et 150. Alors donc là, on monte jusque 15 kg. Donc monophasé, 3, 5, 8... 10, 12... 12, 15. 12, 15. Donc ça veut dire que je suppose que c'est un peu comme tout le monde, tu te passes en double ventilo à partir de 10 ? C'est ça. C'est ça. Donc double ventilo, ça veut dire que vous avez 2 étages sur la pompe extérieure et que vous avez plus d'échanges, etc. quoi. Mais ça veut dire que tu couvres, parce que l'essentiel de la gamme, je vais pas prendre mon cas, c'est des 8 kg. Ça veut dire que tu restes sur une puissance de 8 kg en split. Et grosso modo, quand tu as besoin d'avoir un peu plus de puissance, tu bascules sur de la monobloc, quoi. T'as pas prévu d'avoir une split plus haute en puissance. Alors, est-ce qu'on fait un peu de teasing ou... C'est le but, hein. Moi, j'ai eu des questions. J'ai Jean qui m'a demandé ça. Il m'a dit, est-ce qu'on s'arrêtera toujours à 8 ou est-ce qu'éventuellement un jour, ça va monter ? Eh bien, Jean, rassure-toi. Ça arrive. Déjà, on a la possibilité de proposer du R410A. Sur une gamme ça, similaire. C'est l'ancienne version. Voilà, c'est l'ancienne version. Et donc on fait du teasing. Début d'année prochaine, on aura également du R32 sur les fortes puissances. Vous allez réussir à passer du R32 du coup sur les grosses puissances. Tout à fait. Ça, pareil, il y en a pas actuellement. Ça commence tout juste à sortir. Et il y en a quasiment pas sur le marché. Très peu. Parce qu'on a des contraintes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur le R32 qui sont un peu plus importantes. Donc, parce que effectivement, comme tu dis, on pourrait se dire 8 kW en split, grosse puissance, on passe sur du R32. Effectivement, c'est de la liaison hydraulique, ça s'installe bien. Maintenant, il y a une population d'installateurs frigoristes qui aiment manipuler et installer des splits. Et donc, si on leur propose une solution qui va potentiellement durer plus longtemps que les packs R410A actuels, donc passer au R32 avec du split, pour eux, ça sera un plus. Ça me fait penser, j'avais une question de HMR Alsace qui m'a dit, quelle est la durée de vie des gaz que tu as à l'intérieur, et pour les remplacer, comment est-ce que si celles qui sont au R410 par exemple, on va être obligé de les remplacer dans quelques années, quelle est la durée de vie, tu vois, de ces gaz-là du R32 par exemple? Parce que là, si vous basculez au R32, je suppose qu'on peut dire à nos clients qu'on est tranquille pour une petite vingtaine d'années quand même, quoi. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de ban, on appelle ça une interdiction. Il n'y a pas d'interdiction, plutôt qu'obligation. Il n'y a pas d'interdiction pour ce qui est pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique sur les fluides frigorigènes. Okay. Maintenant, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, une réglementation qui
qui impose à réduire l'impact des fluides frigogènes et donc plutôt à utiliser des fluides de type R32 plutôt que R410A. Mais aujourd'hui, et ce jusqu'à 2030, puisque la réglementation actuelle est définie jusqu'à 2030, il n'y a aucune interdiction sur les applications pompe à chaleur. Et quand bien même on parle d'interdiction, c'est uniquement sur les équipements neufs mis sur le marché. Donc pour tout ce qui est remplacement de fluide frigorigène, une pompe à chaleur installée aujourd'hui, il n'y a aucune raison que d'ici 2030 et au-delà, même 2040, même si c'est pas défini, on pourra toujours faire du service. Elle sera normalement cassée avant 2050 quand même, à moins qu'elle soit ultra... on verra. Mais là, on est quand même sur 30 ans de durée de vie. C'est, pour du frigo, ça reste des très grosses durées de vie. C'est pas des durées qui sont déconnantes. Non, parce que on le voit, tu parlais tout à l'heure de la première génération de pompes à chaleur. Il y a eu une précédente génération de pompes à chaleur qui avait été poussée par nos amis d'EDF à l'époque, qui était subventionnée par l'État, c'était dans les années 80. Et il existe encore certains de ces produits, exactement, alors avec des copes qui sont juste alambiquées, mais c'est des produits qui existent toujours. Alors, non, c'était... oui, on va dire comme ça, on va dire du monobloc, parce que c'était des tout petits groupes, c'était les prémices de la pompe à chaleur, et c'est des produits qui sont encore, on en a rencontré encore il n'y a pas longtemps, qui posent problème d'ailleurs en remplacement, parce que c'était des unités extérieures qui étaient juste ridicules, qui étaient minuscules, et pour le coup, quand on arrive avec ces unités-là, les clients comprennent pas, quoi. Ouais, c'est normal. Mais le rendement n'est pas tout à fait et la performance n'est pas tout à fait au rendez-vous avec ces anciens produits. Non, mais voilà, on peut rassurer les bichons, vous installez une pompe à chaleur maintenant, même si vous mettez une gamme plus ancienne qui est encore au R410, vous êtes tranquille. On va pas vous dire dans les 2 ans, dégagez votre gaz, etc. On est d'accord ? Non, on a le même impératif si les bichons maîtrisent bien le monde du chauffage, et ce dont je ne doute pas, ils ont la même maîtrise avec les fluides qu'ils ne l'ont avec les circulateurs ERP, où effectivement il y a une interdiction de vente de ces circulateurs à vitesse fixe. Par contre, ceux qui sont en place, on les change pas. Mais en fait, je pense qu'il posait la question surtout parce que je prends l'exemple des clims. On a des clims qui sont avec des très vieux gaz. Avec les R22 par exemple. Voilà, et ça, c'est très problématique parce que tu peux récupérer des fois le fluide, mais pour le remplacer, c'est très compliqué. Et je pense que moi, j'ai souvent cette question de la part des clients. Oui, mais la génération que vous installez, elle est encore au R410. On est en train de tout basculer au R32. Est-ce que le R32, il vaut mieux pas attendre que ça sorte même un nouveau gaz que le R32, tu vois, c'est vraiment une demande que les gens ont sur ces gaz. Ça fait peur à beaucoup de gens. Sur le R, tu parles du R22, effectivement, il y a des installations qui aujourd'hui sont encore au R22. Il y en a bon nombre qui fonctionnent encore. Il y en a beaucoup qui fonctionnent encore au R22, où effectivement, pour remplacer le fluide, c'est mission impossible. Mais on est sur des installations qui ont quel âge ? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est des vieilles installs qui ont été rentabilisées 100 fois, il n'y a aucun problème. Mais ces gens, tu sais, les gens, quand ils investissent dans un système de chauffage, ils veulent quelque chose qui dure. Il n'y a pas l'aspect... je dirais qu'il y a le prix, mais le prix devient presque facultatif à un moment, parce qu'en fait, les gens, ils veulent quelque chose qui soit pérenne dans le temps, une entreprise qui suive ses produits. Donc avoir un système comme vous pour pouvoir avoir les pièces détachées pendant longtemps, ça rassure que le fait que la gestion elle soit en interne, parce que une boîte qui a les pièces détachées pendant 5 ans, ça m'intéresse pas. Alors j'espère que c'est pas 5 ans que tu vas me dire comme durée de vie. Non. Mais, alors déjà, mais ce que je veux te dire, c'est que moi je trouve que commercialement, tu sais, c'est comme les WC suspendus. Quand t'installais des WC suspendus et 15 ans après t'es arrivé, tu vas pour changer le truc. Ah bah monsieur, il faut tout casser parce que vous aviez acheté un WC de merde à l'entrepôt. Alors on va pas citer de marque de WC suspendus, mais ce que je veux dire par là, on pourrait se comparer au meilleur du segment. Le truc bleu là, c'est ça. Exactement. Qui termine par hit, au bâti support bleu par exemple, oui, exactement. Et voilà. Tu les gardes combien de temps tes pièces détachées par exemple ? Peu plus longtemps que le bâti support, mais mais ce que je veux dire par là, c'est que sur la pièce détachée, alors on a plusieurs avantages. On va le rappeler quand même parce que c'est hyper important. On communique sous la marque Ariston aujourd'hui. On est de vrais fabricants, mais on est fabricant aussi de beaucoup de pièces détachées. C'est-à-dire que tout à l'heure, Virgile vous a parlé du groupe et vous a parlé du nombre d'employés au sein du groupe. On a plusieurs usines et on en a certaines qui ne sont dédiées qu'à
la pièce détachée. D'accord. C'est-à-dire que nos circuits imprimés sont fabriqués en interne. On a une entreprise qui s'appelle, au sein du groupe, qui s'appelle Thermowatt, qui fabrique l'intégralité de l'électronique de nos produits. D'accord ? L'intégralité. C'est-à-dire que c'est pas Ça vient acheté. pas du Japon, t'as pas de problème. C'est pas sourcé. Ok. C'est pas sourcé. C'est vraiment fabriqué et développé chez nous. Ça veut dire que les softwares qui équipent nos cartes, tout ça, sont développés aussi à l'interne de l'entreprise. Les évolutions sont développées à l'interne de l'entreprise. On est vraiment maître de notre électronique déjà sur cette partie-là. Sur bon nombre de nos pièces détachées, on est maître aussi parce qu'on est fabricant, sur les résistances électriques, sur beaucoup de choses. Et ça nous permet non seulement d'engager de notre entreprise quand on commercialise un produit, puisque en tant que fabricant, on sait le faire, et en plus de performer sur la durabilité des pièces détachées et le maintien en stock des pièces détachées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un engagement à 15 ans. C'est-à-dire que 15 ans après arrêt de fabrication du produit. C'est pas 15 ans à dater d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on lance la gamme Nimbus Net 32, ok ? On pourrait se dire, allez, on se tape dans la main, dans 15 ans, on se revoit, on dit, bah, c'est fini, on n'a plus de pièces. Non. C'est quand la dernière Nimbus Net 32 sortira de chaîne, qu'on prendra l'engagement que dans 15 ans, on arrêtera les pièces détachées. Ça veut dire que celle que tu as au R410, par exemple, si elle est remplacée l'année prochaine par la R32, tu auras encore les pièces pendant 15 ans. Ouais, ben voilà. Ça, c'est super important de le mettre en avant, parce qu'on parle de fiabilité, mais ce qu'on veut, c'est ce que je te disais, c'est quelque chose qui dure, et s'il y a un problème, qu'on puisse le réparer et tout le temps. Ben, on est dans les une trucs démarche... jetables maintenant, c'est, enfin voilà, le truc je change, j'en prends un autre qui est moins cher. Exactement. Je citerai pas d'autres marques, mais tu as des marques qui sont vraiment en entrée de gamme sur la PAC où ça coûte plus cher de la réparer que de la changer. Ça, moi je trouve que d'un point de vue développement durable, c'est nul quoi. On a travaillé sur la pièce détachée, on a travaillé sur la tarification de la pièce détachée aussi, parce que c'est des choses qui sont importantes, parce que comme tu le soulignes, on peut avoir un produit qui soit performant, puis dès qu'il faut remplacer une pièce, ça devient juste prohibitif, et le choix s'impose de remplacer le produit parce que le coût de la réparation est bien plus élevé. On a travaillé sur tous les axes, c'est-à-dire qu'on a fait un produit qui est performant, maîtrisant notre réseau et notre circuit de pièces détachées. Ça nous permet aussi de travailler de manière à ce que le produit soit réparable le plus longtemps possible. On est effectivement dans cette notion de défense de la planète, en fait, où on est dans une démarche écologique. C'est bien beau de dire j'ai un produit qui est hyper écologique. Super, il est écologique 15 ans et dans 15 ans je le jette. Oui. Super, c'est pas une démarche écologique. On est dans la réparabilité de nos produits et dans la fourniture des pièces détachées à long terme. Mais ce que tu dis, c'est important parce que moi je le vois tous les jours avec... c'est où tu situes ton niveau d'écologie, parce que tu parles d'une chaudière à granulés, tu parles d'une chaudière à granulés qui balance des particules fines de partout, tu parles d'une pompe à chaleur qui fonctionne avec du nucléaire, je parle comme ça, c'est pas méchant ce que je dis, sûr. Mais tu parles d'une chaudière à gaz qui fonctionne avec une énergie fossile. C'est où tu situes ton niveau d'écologie, et je pense que le principal niveau d'écologie, c'est la réparabilité de ton produit. C'est le fait que ton produit soit pas jetable. Et ça, on avait un peu oublié dans on avait une société, tu vois, où on achetait, on changeait, on achetait, on changeait. Et je trouve que vous, en tant qu'industriel, vous avez une influence qui est déterminante là-dedans. C'est que si vous décidez de faire un produit qui sera peut-être un poil plus cher, mais où du coup, on aura une durée de vie qui sera bien plus longue et des produits qu'on pourra trouver et réparer, je pense que maintenant, le marché, il est mûr pour ça. On n'a pas besoin d'avoir un truc qui vale 100 balles, mais qui soit de la merde. Je sais que le vieux, il disait toujours le pas cher, c'est toujours trop cher. C'est ça. Et en l'occurrence, en chauffage, c'est vraiment ça, quoi. Donc 15 ans de durée de vie de pièces après que ce soit arrêté, c'est colossal. C'est une grosse durée de vie, que ce soit en régule, en électronique ou tout. Ouais. Enfin voilà, c'est un chapeau, c'est vraiment sympa comme truc, quoi. Après, on travaille aussi la conception des modules, du module hydraulique notamment, et du groupe extérieur aussi pour faciliter l'accessibilité, le démontage des pièces, tout ça. On a vu tout à l'heure sur la photo qui a montré, elle nous a montré une photo, Carole, où il y avait la régie, nous a montré une photo où il y avait le double groupe et où on a vu, et ça avait l'air, alors, elle n'est pas devant moi, mais j'ai vu la photo, il y avait l'air d'y avoir sacrément de la place si tu avais besoin de bricoler autour du... Alors sur le groupe elle est là, tu vois, voilà, ça a l'air d'être quand même sacrément espacé. Sur le groupe extérieur. Et encore là, c'est la monobloc avec la plus grosse, et puis on intègre l'échangeur à plaque directement dans le groupe extérieur. C'est vrai.
Sur une split, donc l'échangeur à plaque, il est plutôt dans l'unité intérieure, il y a encore plus d'accessibilité, plus de place. Dessus, en fait, quoi. Alors le gros avantage de la monobloc aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs avantages à la monobloc, mais le gros avantage de la monobloc quand on va être en monozone, c'est que le circulateur va se retrouver dans l'unité extérieure. Ça a moins de bruit, un peu moins de bruit. Ah bah à l'intérieur c'est carrément le silence, quoi. Ouais. Le principal problème qu'on a en bruit, parce qu'une PAC ça fait pas de bruit comme une chaudière, c'est les inversions de cycle. Moi, je trouve qu'ils font un petit peu de sur bruit. Les chasses, ouais. Tu vois, au moment, quand on dit inversion de cycle, c'est ce que t'expliquais tout à l'heure. Je crois que c'était Virgile qui expliquait. Il y a un moment où le gaz qui est à l'intérieur, qui est très chaud, il va retourner dehors pour réchauffer. Et ça, ça fait un peu le système. Je vais faire le son, regarde, tu vois, je m'entraîne. Et du coup, ça fait un peu ce bruit-là, et on entend une circulation dans les tuyaux, et ça fait un peu du bruit. Moi, je sais que maintenant, par exemple, je les mets plus à côté d'une chambre, parce que ce bruit-là, on peut l'entendre. Et là où tu fais passer tes tuyaux chez le client, si tu fais pas gaffe que tu passes dans une cloison ou un faux plafond, et le gars va te dire j'ai un peu de bruit, et en fait c'est juste ce petit bruit là. L'avantage du monobloc, comme tu dis, c'est que dedans, c'est le calme plat. C'est fini, il n'y a rien. Plat. C'est-à-dire tu la mets dans la chambre de ton gamin, tu la mets dans la salle de bain, tu la mets dans la cuisine, il n'y a pas de bruit. Tout à fait. C'est comme les chaudières à condensation, on dit que maintenant elles font plus de bruit, mais là c'est encore un niveau... Ah bah là on n'a plus rien. Il n'y a plus d'éléments mécaniques en fait à l'intérieur de... Et l'autre point, alors je ne sais pas si on l'a vu passer, mais sur l'unité intérieure, en fait, tout a été calorifugé. Alors pour ça, il y a plusieurs... Regarde, elle est là. Bah voilà, super. Ah oui, insonorisée. Elle est insonorisée complète, c'est-à-dire qu'elle est calorifugée et insonorisée. C'est-à-dire que le but de cette insonorisation, elle est... Alors pas de vibration, il est vrai, mais surtout comme toutes nos packs sont livrées rafraîchissantes, ça permet aussi de ne pas avoir besoin de calorifuger les tubes. Là, on calorifuge l'intégralité de l'unité. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on a impossibilité d'avoir des condensats qui se créent à l'unité. Exactement. Ça, c'est juste magique. Et puis le deuxième point, c'est que ce calorifuge qui va effectivement permettre de ne pas avoir de création de condensats, va en plus nous créer une masse relativement lourde qui va permettre d'insonoriser totalement l'unité et toutes les pièces qui sont en mouvement sur l'unité. C'est impressionnant là, quand on voit la partie haute, autant le ballon... ça me paraît à vue d'œil assez standard, c'est un ballon plongé il intègre son isolant. Voilà. Par contre, en haut... c'est impressionnant, il faut pas amener le chalumeau dedans alors déjà c'est pas prévu pour parce que en fait on a prévu que toutes les pièces soient accessibles, c'est ce que et démontables exactement. Par le devant, tout est accessible par le devant effectivement. Quand tu as un format 60-60, ça veut dire qu'elle est intégrable dans des meubles, etc. Oui, on pourrait la plaquer de chaque côté effectivement. C'est ça. On voit sur la photo aussi qu'il y a une double porte en fait. Enfin, tu as une porte au-dessus qui s'ouvre pour accéder que dedans ou que... Ouais, pour accéder au module technique. Sur le dessous, en fait, tu as un panneau que tu peux retirer comme sur la photo, mais tu peux aussi le laisser et accéder directement en ouvrant simplement la portière sur le dessus et accéder à tous les composants qui sont d'ailleurs démontables. Il y en a beaucoup qui sont on appelle ça des attaches rapides. Un peu comme ce qu'on a du monde du chauffage, donc c'est notre ADN. Là, on voit bien l'ADN justement que vous avez sur la chaudière gaz murale, etc. Exactement. Vous avez l'habitude on intègre un vase d'expansion 12 litres sur le dessus qui couvre la plupart des besoins, des configurations. On a cherché à optimiser aussi le positionnement des points de purge, des points de vidange, etc. en fonction de ce que nous dit les règles de l'art et les retours d'expérience du monde du chauffage. Il me semble que je vois le pot à bout là. Ouais, exactement. Il me semble. Moi, je le vois d'expérience là où il y a le petit mano là. C'est ça. On voit le combo effectivement. On voit le combo pot à bout avec manomètre. C'est simple, c'est facile d'accès. Ouais. D'autant plus que on a poussé le délire jusqu'au bout puisque. On le voit pas là, mais sur le ballon, si on le voit en bas, sur le ballon d'eau chaude, il y a un coup de plastique qui permet en même temps de faire la vidange du ballon, ce qu'on ne fera pas régulièrement. Une vanne directrice là. Exactement, on va pouvoir en même temps utiliser ce coude-là pour pouvoir le mettre au fond du pot à bout et pouvoir rediriger les flux quand on fait la vidange pour pas en coller partout. Donc on a vraiment poussé le détail du détail parce que par notre fibre et notre ADN du monde du chauffage, les habitudes des uns et des autres, et puis le fait de pouvoir être maître de son cahier des charges, c'est-à-dire qu'on vous le rappelle, c'est passé à la R&D chez nous. La R&D a écouté les remontées terrain, a écouté les marchés, les différents marchés, puisqu'on est commercialisé sur plusieurs pays. Et le fait de pouvoir maîtriser son cahier des charges en tant que fabricant, c'est juste magnifique parce qu'on va pouvoir
aller jusqu'au bout du détail qu'on a imaginé. On le voit en informatique, hein, quand tu gères le hardware et le software, tu peux intégrer des choses de façon beaucoup plus poussée. Là, c'est exactement ça. Le fait de tout gérer, vous allez dans votre délire. C'est-à-dire qu'il y en a qui suivront ou qui suivront pas, mais en attendant, vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez faire, quoi. Là, des trucs isolés comme ça, j'en connais pas. Hein, Parce que le principal problème qu'on peut avoir, c'est les vibrations. Exact. Sur une PAC. C'est le fluide frigo qui va vibrer parce qu'il y en a un peu trop, machin. Là, je me vois pas avoir un problème de vibration. Non, c'est difficile parce que c'est une mousse qui est issue du monde de l'automobile. C'est une mousse qui a exactement la même densité que ce qui est utilisé dans le monde de l'automobile. Ouais, donc c'est une mousse vraiment, ouais, effectivement, puis qui se dégradera pas dans le temps. On sait que ça tiendra dans le temps aussi, effectivement. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce Nimbus Net 32. Moi, on n'a pas parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'on va la trouver ? Quand est-ce qu'elle sort ? Parce que là, on est un peu en mode spoiler, hein, si j'ai bien résumé le truc, d'après ce que j'ai compris. Quand est-ce qu'elle sort ? Où on la trouve ? Ça, je suppose qu'on la trouve chez les plus grands grossistes, chez tous les revendeurs qu'on a. Installée, on a dit tout à l'heure, automatiquement par quelqu'un qui est agréé pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'il peut avoir manip des fluides et capacité, ou alors installé par un installateur qui fait faire une mise en service par une station qui est agréée manip cap. Ça, c'était juste pour préciser pour les bichons. Vous pouvez installer votre pack chez vous si vous voulez. Dans tous les cas, ça sera une station technique ou quelqu'un agréé froid qui la mettra en route. Ça ne sera pas vous qui ferez les trucs, quoi. Alors, on a plusieurs choses. Effectivement, la PAC peut être installée par un installateur dans le cadre de la monobloc d'un bout à l'autre. Oui, là, par contre, monobloc, ce qui est un réel avantage. Ah bah oui. Alors, il y a quand même... elle est livrée, cette PAC, elle est livrée avec sa sonde intérieure, sa sonde extérieure, une passerelle de connectivité. Une vraie régule. Une vraie régule et connectée. Une passerelle, ça veut dire qu'elle est pas intégrée dans la régule, c'est un bloc que tu rajoutes. C'est un bloc qu'on vient venir implémenter dans la mousse. Du coup, après, il est dedans. Exactement. Okay. Ou si on a une config compliquée, on a laissé le libre choix à l'installateur. Si par exemple on est dans un sous-sol qui est ultra ferraillé, le Wi-Fi passe pas, on va pouvoir la remonter à l'étage et elle va servir de support à la sonde intérieure. Wi-Fi ou RJ45 ? Wi-Fi uniquement livré de série. Uniquement, mais par contre déportable. Mais déportable, effectivement. Okay. Pareil pour la sonde d'ambiance qu'on peut intégrer dans la face avant de l'unité intérieure là, du module hydraulique. Et on peut aussi la retirer et l'installer en sonde d'ambiance. Ça, c'est la réglementation maintenant qui impose qu'on ait accès aux différents modules à l'intérieur de la maison et non plus en ayant besoin de sortir, quoi. L'avantage, c'est que là, si par exemple on met la sonde d'ambiance en façade, on va pouvoir utiliser des sondes sans fil quand on est dans le mode de la réno, par exemple. Ça. Et ce seront de vraies sondes et qu'on reprendra dans notre régulation qui seront visibles dans la régulation. Dans ta régulation, ça va devenir des sondes de compensation, quoi. Exactement. On va dire, dehors, il fait tant de degrés, mais dedans, il fait tant, j'envoie une loi d'eau à temps. C'est ça, avec des compensations, des décalages de parallèle, avec tout ce qu'on connaît dans le monde du chauffage. Avec un vrai réglage de régule qu'on ne retrouve pas sur des clims, encore une fois. Exactement. Non, mais c'est la limite du truc, c'est que dire je veux 20 degrés dans ma maison et je fonctionne en on-off, ou alors je mets ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelait, là, les intégrales là, qu'il y avait avant et tout, c'est fini. Maintenant, il faut un peu avoir un truc un peu plus chiadé. C'est ça. Là, on a la possibilité d'avoir, on a une sonde filaire, une sonde externe filaire. On a la possibilité d'avoir la météo par Internet aussi, ce qui permet, quand on se retrouve dans des sites qui sont protégés ou qu'on veut pas de façade ou que l'archi veut pas de sonde sur la façade, ou tout simplement, si on a des interruptions par moment. En immeuble, exactement, par exemple, tout à fait, ou des interférences, eh bien, on va pouvoir même conjuguer les deux sondes. Et si on venait en perdre une, on retrouvera automatiquement l'autre. La filaire, elle se déconnecte, on ne sait pas, tiens, le façadier vient, il démonte la sonde extérieure, ça c'est la panne courante de ton maison neuve, et bien automatiquement la sonde internet va reprendre le pas sur la machine et on aura toujours notre dérivé et notre loi d'eau qui sera calée, quoi qu'il en coûte. Moi c'est le nid d'araignée en général qui me l'a fait péter. Ah, ça peut aussi, ça peut aussi. Mais tu as de la sonde extérieure sans fil, filaire ? Les deux, oui. Tu as de la sonde extérieure sans fil ? Oui, sans fil, avec une pile 10 ans. Ok. Voilà. Comme les sondes intérieures, on met qu'un seul récepteur, on connecte tout le monde dessus et c'est parti. C'est de la classique, de la PT100 ou de la PT500, machin Oui, c'est de la sonde classique. C'est de la sonde classique. Bon, mais ça c'est top aussi, parce que c'est souvent une contrainte en termes de pose. Les sondes extérieures sans fil, ça facilite la vie, mais un truc de dingue. Hein. Exactement. Je savais que vous en aviez, il me semble, sur les chaudières. Oui. Mais je savais pas que vous l'adaptiez. C'est la même. Toute la gamme, elle est C'est la même régule, en fait. C'est exactement la même régule. Ouais, donc...
pour finir sur la pose, en fait, l'installateur va pouvoir faire sa pose. On parlait tout à l'heure de monobloc, il fera sa pose. Aujourd'hui, je ne pense pas dévoiler un secret d'État puisque c'est des choses qui s'annoncent et qui vont être estampillées sur les machines avec Nimbus Net R32. ouais, on peut y aller. Aujourd'hui, on va demander des certifications d'installation pour justement que ces installations on soit sûr que la conformité soit rendue. Donc la station technique va passer certifier l'installation, retour de la certification, installation connectée, et là on libère une garantie. Alors une garantie où là pour le moment on va être tout seul sur ce segment-là. En fait on va libérer une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre. Moi c'est ça que la dernière chose que j'allais te demander, c'est quelle durée tu as sur tes garanties. Est-ce que tu as une durée supplémentaire, par exemple si c'est installé par une station technique agréée? Est-ce que est-ce qu'il y a des avantages à dire, moi par exemple, je fais que de l'Ariston toute l'année, je vais en formation chez eux, je connais leurs produits par cœur, est-ce que j'ai une garantie supplémentaire ou est-ce qu'on a une option qu'on peut rallonger en option? Qu'est-ce qu'il y a là? Ouh là là, il y a des clins d'œil là. Il y a quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Teasing. C'est un nouveau truc encore là. Alors, on en a pas parlé, j'ai mis les pieds dans le plat, merde. Si on avait pu préparer la réunion, oui, c'est ça. On n'aurait pas fait mieux. C'est clair. Non, sur la garantie là pour le moment, en fait, toutes les pompes à chaleur qui seront mises en service par notre réseau de stations techniques agréées vont bénéficier effectivement de cette garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre. Ok, c'est la Statec qui gérera et qui refacturera si jamais il y a besoin. C'est ça. Après, c'est exactement la même garantie qu'on a dans l'automobile que tout le monde connaît par le biais de l'automobile, c'est-à-dire que c'est les stations techniques qui nous refacturent. Oui, bien sûr. Et nous, voilà, on a la traçabilité de ce qui se passe sur les machines. Ok, et on peut être installateur et station technique. On peut être installateur et station technique. Ok, bon, bah ça c'est important. Donc 2 ans de garantie, pièces et main d'œuvre. Et la dispo quand? On n'a pas dit? Ça, je vais laisser la main aux petits jeunes. Parce que là, on parle, mais la dispo, c'est quand? Parce qu'on va bientôt finir l'émission, on n'a pas parlé de concours, on doit y être déjà depuis 1h15, là. Mais où est-ce qu'on la trouve? Quand est-ce qu'on la trouve? Moi, je veux ça, je veux savoir. En gros, on a calé notre lancement pour les bichons. Puisque le lancement commercial il est imminent, voilà, on profite de cette annonce générique pour lancer cette nouvelle pompe à chaleur. C'est en cours de déploiement au niveau national sur les semaines à venir. Mais non, ça veut dire. Pourtant, c'est pas du pipeau. Hein, c'était la flûte. Pardon. J'ai pas, en fait. Je cherchais, mais tu vois. Ah si, j'en ai. Peut-être pouvoir la refaire celle-là. Regarde, on peut la refaire. Il est quand la date? C'est imminent, tout de suite. Bon, c'est cool ça. Donc, je le rappelle, hein, comme on l'a évoqué, c'est un équipement installé par des professionnels comme les chaudières gaz. Donc, on est exclusivement distribué sur le réseau de distribution professionnelle. Ça paraît de toute façon, pompe à chaleur. Alors, le monobloc est un peu à part parce qu'il y a des constructeurs qui sont pas RGE, machin, etc. Parce que dans le neuf, mais de toute façon, vous installez une pompe à chaleur split, vous avez un installateur RGE, vous avez un installateur qui est Calipac, vous avez un installateur qui est formé normalement au fluide frigo. Il a peut-être pas toutes, mais il a la manip des fluides automatiquement. C'est fait normalement dans les règles de l'art. C'est fini maintenant le bricolage sur les pompes à chaleur comme avant. J'ose espérer que c'est fini et que maintenant les gens y vont franchement quoi. Mais ça veut dire lancement imminent avec du stock ou lancement imminent on va le lancer mais il y en a pas. Non, avec vous avez prévu le coup parce que là c'est les bichons qui écoutent donc normalement vous allez vous faire inonder, vous avez intérêt à assurer parce que nous on va en prendre plein la courge derrière, j'annonce hein. Ouais, on a un stock de lancement et puis il y en a d'autres qui vont arriver, ça va partir à plein régime. Donc là demain j'appelle, je commande. Ouais, on attend, on te donnera nos coordonnées. Je ne sais même pas pourquoi on attend demain. Ah oui, j'ai dit on attend. On attend la fin de la discussion. On attend tes coordonnées, on attend ton coup de fil. C'est ça. Non mais on peut. Voilà, la dispo elle est immédiate. Vous avez toutes les gammes. La 3, 5, 8, si je dis pas de bêtises, c'est ça 35, tu m'as dit 35, 50, 80. Vous les avez les 3 en stock. Eau chaude, chauffage sol, mural, ballon, tout. Tout connecté, tous les composants, la nouvelle régulation et surtout on a notre recherche et développement qui est en Italie et on a renforcé aussi notre capacité de production avec une usine de production, groupe extérieur, unité intérieure, module hydraulique, tout fait en Italie.
D'accord, Donc, ok. on s'attend à ce que Vous êtes prêt à répondre à la demande? ça va. On peut ça donner va le numéro de envoyer. Virgile si on le souhaite. Hein, Ouais, pour bah qu'il c'est puisse ça. Mais répondre à la après, demande, mais- on peut le donner aux éventuelles femmes qui appellent, aux éventuels hommes, peu importe ça, on peut le faire aussi. Mais si vous voulez commander, vous pouvez le harceler. C'est ça. Il répondra. D'ailleurs, je vais vous inviter, on n'en a pas parlé tout à l'heure, parce que l'émission va être dispo en replay sur YouTube. Je vais vous inviter à répondre dans les semaines qui arrivent aux questions qu'il y aura des bichons. Parce que vu le nombre de questions, j'ai pas pu toutes les lire. Si vous avez, je vous ai montré la liste que j'ai eue en amont sur l'émission quand on a dit qu'on allait parler de pompe à chaleur. Je pense que dans les commentaires, vous allez avoir des questions que j'aurais pas posées parce qu'on n'a pas trop le temps. Et je compte sur vous pour aller répondre, peu importe, l'un ou l'autre, ou qui vous voulez. Mais c'est cool de leur répondre. Moi, je réponds souvent, mais essayez de leur répondre parce qu'il va y avoir des questions. Moi, je vais être un peu perdu, je le dis, voilà. Ouais, il y a peut-être des sujets Ok. qu'on a abordés un peu à la Rapidement. surface, d'autres peut-être qui pourraient être expliqués La prochaine plus fois. en détail, ou peut-être d'autres sujets qu'on n'avait pas pensé à aborder. Donc, Mais pas de souci. bon, je pense qu'on a bien fait le point sur la PAC. On va parler un petit peu. Vous n'êtes pas venus les mains vides. Il y a un jeu pour les bichons, comme d'habitude. C'est Christophe. Non, c'est Virgile, je crois. c'est Virgile. C'est toujours le petit jeune. Hein. C'est Virgile. J'ai un Le petit jeu cadeau, concours. là. Je concours comme d'habitude. www.lesbichons.com. Onglet participer au concours. Et le rendez-vous. Ah, on va le sortir. Attends, sors-le. C'est ça, là. Là, et vous avez. Regarde, là, c'est sur Virgile. Attends, regarde, mets-toi sur moi. Et on Sur va le mettre là, toi, regarde. faut choisir. Là, c'est toi ou c'est Je moi me cache, mais moi je m'en fous, on n'a pas besoin qu'on me voit, c'est bon. Voilà. C'est des petits gilets de travail avec des poches à l'arrière, des poches devant. Bon, c'est pour l'été, hein. Ou alors c'est par-dessus la veste en hiver. Mais vous avez accès à tout. Voilà. Il y en a une petite dizaine, je crois. Une bonne dizaine à gagner. Donc, n'hésitez pas, vous allez, vous vous inscrivez. Il y aura une plage avec toutes les infos sur la Nimbus et tout. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, les bichons. Écoutez, moi, ça m'a fait super plaisir. J'ai découvert plein de choses que je connaissais pas sur ce produit-là. Comme je vous ai dit, j'avais des petits a priori sur certaines packs et sur certaines marques. Je me rends compte qu'en fait, il y a des marques qui ont sorti des produits qui vont faire mal en termes de positionnement parce que on n'a pas parlé de gamme de prix, etc. Mais je sais qu'en gamme de prix, vous êtes bien placé. Et je vous invite à appeler votre commercial d'ailleurs pour connaître les prix, vous le saurez. Harcelez-le à partir de tout à l'heure là. Direct après, vous pouvez le harceler. Mais c'est bien placé, c'est performant. Si. C'est fabriqué par Ariston. Non mais... Du petit boulon jusqu'à la régulation. Tu sais quoi, il manquerait plus que ce soit software. 100% français. Et c'est connecté. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut raisonner européen. Il faut raisonner grand. T'as raison. Donc, il faut raisonner européen. Aujourd'hui- Italien. Alors, italien, oui ou non, surtout européen, parce qu'on Ouais. s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a bon nombre de matériel, quel que soit le domaine, qui sont logués français et qui sont fabriqués ailleurs qu'en Europe. Au Japon, Ailleurs qu'en machin, Europe. ouais. Et ça touche tous les segments. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt raisonner européen. Et là, on est sur un produit typiquement européen. On est sur un produit qui est commercialisé par son fabricant. Ah, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que ça veut Mmh. dire que les dernières évolutions sont là. On n'est pas sur un produit sourcing où on a un fabricant qui écoule le reste de son stock à un deuxième fabricant avec bien un sûr. produit de moins bonne facture. Donc là, et puis derrière, on a aussi un réseau d'hommes sur le territoire national, et il ne faut pas l'oublier. Bon, là, vous en avez vu deux énergumènes. Ouais, il y a pas mal de commerciaux, pas mal. Vous, il y a les vous avez bien commerciaux. quadrillé tout le terrain. On quoi. n'oublie pas tous nos collègues experts techniques qui sont sur le terrain, qui font un boulot de dingue pour animer le réseau de stations techniques agréées. On n'oublie pas tous nos prestataires, toutes nos stations techniques agréées qui sont juste là et qui font un boulot juste génial parce qu'effectivement, on a besoin d'eux pour les mises en route, pour les petits dépannages, pour les petits ennuis du quotidien qui font que nos clients en finalité, ils ont un confort Un et service, la quoi. performance qu'ils peuvent attendre de leurs produits, quoi. Non, Puis on a notre académie avec des centres de formation où on a des produits, des experts qui peuvent former et permettre Vous avez des produits en fonctionnement dans les on a académies. des produits en et tout. fonctionnement, Ah, ça, c'est on top. a des modules qui voient tous les aspects théoriques, les aspects pratiques de la mise en route, le dépannage, la mise en service, l'installation.
Et ton académie, c'est pour devenir station technique ou vous acceptez de former, par exemple, même quelqu'un qui n'est pas station technique? Alors voilà, on y vient. C'est ça, quoi. Effectivement, le but de l'académie, c'est effectivement de former des stations techniques, mais Ouais. pas que, puisqu'on s'adresse aux bichons et que dans tous ces bichons, il y a forcément des clients qui ne sont pas encore des consommateurs Ariston. Et on les invite effectivement à prendre contact avec l'académie chez nous, donc par le biais du site internet, de manière à pouvoir s'inscrire à des stages et pouvoir bien appréhender le produit au moment de la mise en œuvre. Ouais, exactement. Bien sûr. Donc ça fait partie aussi du job de l'académie de faire de la découverte de gamme et de faire de la formation à l'installation de nos produits dans les meilleurs. Parce qu'en fait, ce qui est toujours ce qui peut être un petit peu crispant pour les installateurs, c'est de changer de marque parce qu'on change les habitudes. Ah, mais... Et là, l'académie en fait va aider ce passage et ce changement de marque parce qu'elle va tout de suite fournir les bons gestes qui vont permettre de gagner et d'optimiser le temps. On est toujours dans la performance chez Ariston. Il n'y a pas à louper, quoi. T'as vu là, tac, boum, ah, celui-là il était bien placé. Moi j'ai une dernière question, après on va couper parce que ça fait un bon petit moment quand même qu'on y est. C'est, on parle de connectivité, etc. Est-ce que l'interface de la PAC, elle a des possibilités de mise à jour à distance? J'en sais rien, moi j'ai pris l'habitude maintenant avec la Tesla, les machins, les trucs où tu sais, on peut mettre à jour à distance, et je trouve que dans l'automobile, c'est une avance colossale par rapport aux autres constructeurs de faire ça. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est... Alors, ce qu'on peut mettre à jour aujourd'hui, enfin, ce qui est mis à jour aujourd'hui régulièrement, c'est les passerelles de connectivité. Voilà, pas les firmware, mais les passerelles. Pas les software des cartes. Ouais. Par contre, on va avoir la passerelle qui sera mise à jour pour avoir un max de données. C'est-à-dire ressortir d'autres variables en plus, etc. Exactement. Ok, ben ça déjà c'est super, ça suffit. Mais ce qui est juste magique avec la connectivité, c'est qu'on peut faire le relevé total de toutes les températures de la machine, de tous les cycles de fonctionnement. Avec des synopsis, machin, et tout. Avec les journaux, là pour le coup, on n'a pas besoin de se déplacer préalablement pour aller faire un jag. On pose le jag par le biais de la connectivité et on intervient en one shot, quoi. Les sondes, frigo, les températures, tout ça, t'as accès à fréquence de compresseur, la surchauffe, la machin, totale, tout ça, calcul de la surchauffe, calcul du surfroidissement. Le delta T, machin, oui, tout. Ouais, ben voilà. Débit dans l'installation. C'est bon, c'est tout dit. Voilà, normalement, tu restes en télétravail chez toi, dans ton fauteuil, tu regardes les paramètres de fonctionnement, tu as compris s'il manque du fluide, s'il faut remettre de l'eau. Un tech de chez vous, de chez lui, de l'ordi, s'il a accès au monitoring à distance, il doit pouvoir régler une grosse partie des pannes juste à distance. Aujourd'hui, le problème chez nous, avec les experts techniques qui bossent à l'intérieur de l'entreprise, c'est que 50% du temps, ils monitorent et 50% ils regardent les bichons. C'est des bons, ceux-là. C'est quoi, c'est des bons, ceux-là? Voilà. Je leur fais un petit bonjour au passage. Bon, bah écoutez, je suis bien content. On a dit plein de choses, on a expliqué plein de choses pour les bichons. On a fait une bonne émission qui va être un peu longue pour les bichons. Donc, je vous rappelle qu'on va être dispo en podcast sur toutes les plus grandes plateformes. Spotify, Deezer, machin, Apple. Elles y sont toutes. On sera dispo en replay sur YouTube. Voilà, c'est le lundi matin. Et puis, je pense que c'est tout bon. Je suis content de vous avoir reçu, ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Et puis, j'espère qu'on se reverra. Plaisir réciproque. On dit bye bye aux bichons. Ciao, ciao les bichons. Ciao, ciao. Ciao.